sais pourquoi tu le fais, tu sais pourquoi tu le fais pas. Maintenant, je pense que s'empêcher un mouvement sous prétexte qu'on t'a dit qu'il était dangereux, ça n'a pas vraiment de sens. Pour moi, c'est un peu être un mouton, ça, et écouter ce qu'on te dit et même pas tester. Maintenant, il y a des gens pour qui le squat n'est pas adapté, dans le sens où ils vont faire du squat, ils vont forcer pendant des mois, des années, et ce sera toujours un mouvement désagréable pour eux, où ils progresseront pas trop, où ils auront peut-être des petites douleurs, etc. Au bout d'un moment, tu peux te dire, bon, bah, ce mouvement n'est pas fait pour moi, rien de forcer, je vais arrêter, je vais le remplacer par autre chose. Salut Thomas. Salut David. Écoute, ça me fait vachement plaisir de te recevoir sur Limites. J'adore les profils comme toi qui sont full explorateurs, qui adorent tester des trucs et puis qui le documentent réellement. Donc tu l'as fait sur plein de choses, le bain froid, tu t'es mis à courir, etc. Donc la plus grosse difficulté avec des profils comme le tien, c'est de savoir quel sujet on choisit parce qu'on pourrait parler d'absolument tout. Il y a quelques petites choses qui reviennent quand même. Tu as ton métier de kiné, donc tu vois tout un tas de blessures, tu travailles beaucoup sur la réhab. La préhab, donc comment est-ce qu'on peut prévenir les blessures, les guérir, etc. Ça peut être intéressant. Il y a tes expérimentations, comme je disais. Donc tu t'es amusé pendant, je sais plus, 60 jours à prendre un bain froid tous les jours avec des analyses sanguines avant, après. Donc tu documentes vraiment le truc sur le plan scientifique. C'est pas pour faire une critique, mais il y a plein de youtubeurs qui testent des routines, tu vois, avec un niveau de précision beaucoup plus faible que le tien. Donc ça m'intéresse d'avoir ton feedback là-dessus. Et puis un petit peu, comment est-ce que tu fais de ton corps un 4x4 parce que tous les défis que tu te lances, que ce soit le Mont Blanc, la force, tu passes 24 heures avec des triathlètes, des trailers, et puis de l'autre côté, des gens qui font, tu dois faire de l'haltéro, de la gym. Enfin, tu dois être capable de tout faire. Alors, ça m'intéresse de savoir un peu quelles sont tes routines pour y arriver. Mais avant de démarrer tout ça, je te propose de me raconter un peu quelle est ta routine matinale pour te sentir plein d'énergie pour la journée. Voilà, c'est une bonne question. Bah, déjà, merci de m'avoir invité. Tu as résumé beaucoup de choses que j'avais moi-même oubliées, tu vois. Donc, ma routine matinale pour bien me préparer, écoute, je me lève toujours à la même heure, sans réveil, parce que je déteste les réveils. Vraiment, ça me rappelle des mauvais souvenirs de l'école. Donc, je suis bien cadré là-dessus, j'ai assez de chance, donc on va dire 7h30. J'enchaîne par douche froide, voilà, directement. C'est pas quelque chose qui me fait un bien direct, tu vois, parce que ça reste toujours désagréable, même après des années de douche froide, c'est toujours froid. En vrai, je vais pas la sentir chaude, c'est pas vrai. Mais je trouve que ça me réveille bien, même si je suis déjà bien réveillé. Et puis c'est un petit truc un peu mental, on va dire, auquel je m'astreins. J'aime bien avoir des routines comme ça qui me permettent de me mettre direct sur les bons rails. Non pas que ça ait des effets fabuleux en soi, hein, mais ça reste selon moi, pour moi, intéressant. Ensuite, je mange, très important, toujours la même chose. Vraiment repas direct, moi le matin, j'ai pas de souci avec ça. Je fais pas de jeûne intermittent. J'ai testé pendant un certain temps, ça me convenait pas spécialement. Donc je mange et compléments, voilà, les compléments spécifiques pour le matin. Et puis après, je vais aller marcher avec mon chien, très important. Je vais m'aérer la tête directement et je vais essayer de capter la lumière du soleil. Pour moi, c'est vraiment un principe qui est fondamental pour vraiment venir exciter ta rétine, etc. Bref, tout ce qui s'ensuit. Même si chez moi en Bretagne, il fait pas spécialement beau, il y a quand même de la luminosité, tu vois, même s'il fait gris. Les UV passent. Donc je marche 20-30 minutes. Si jamais j'ai des réunions, je les fais à ce moment-là. Comme ça, je l'ai dans les AirPods directement et ça m'évite d'être devant l'ordi parce que je passe beaucoup de temps devant l'ordinateur malheureusement. Ensuite, je rentre chez moi, petite routine de mobilité. Mobilité, activation. Je teste des nouveaux trucs en ce moment, des trucs un petit peu neuro avec les gars de Labo RNP, je sais pas si tu connais. Ouais, j'ai reçu Sébastien Zimmer dans la Ok. première saison du podcast et il m'a suivi pendant un an. Bah magnifique. Tu vois, moi c'était un truc sur lequel j'étais vraiment incompétent, tout simplement. Même pour moi, c'était un peu obscur. On en reparlera après, mais moi je viens d'une école de kiné où on a été très evidence-based, donc vraiment à fond sur la littérature. Et toutes ces approches un peu réflexes, etc., même si ça se résume pas qu'à ça, hein, bah, c'était un peu obscur pour nous, dans notre tête d'étudiant, on va dire, et j'avais gardé ça un petit peu de côté. Et en vrai, je me suis dit, avant de critiquer bêtement, pourquoi pas tester déjà sur soi. Donc j'ai appelé Seb il n'y a pas longtemps pour tester des trucs. Voilà, on met en place des choses. Évidemment, comme tout, il n'y a rien de magique, mais il y a des choses intéressantes. Donc en ce moment, je suis là-dessus. Et puis après, bah, je vais bosser, tout simplement. Et c'est déjà bien comme routine, je pense. Tu me demandais avec qui j'avais enregistré là Mhm. récemment et donc je te disais que j'avais enregistré avant-hier avec Aurélien. Justement, on a parlé un peu de l'entraînement pour devenir un 4x4 Ouais. la mère de tous les mouvements pour lui, c'était la mobilité justement. Mhm. Parce qu'il disait que ça servait à rien de bâtir des fondations de force ou d'endurance si déjà tu n'avais pas des patterns de mouvement, si ta cheville elle plie pas, etc. Et là, tu évoquais ta petite routine de mobilité matinale. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce que tu penses qu'il faut forcément
travailler des mouvements spécifiques pour débloquer des limitations et y passer. Parce que je trouve que la mobilité, c'est vachement à la mode, Oui. mais parfois, tu en arrives à faire plus de mobilité que le sport pour lequel tu pratiques la mobilité. C'est Alors vrai. qu'initialement, c'est quand même quelque chose qui doit te permettre de t'amuser dans ta pratique. Si ça prend tout ton temps et que tu peux plus faire ta pratique après, ça sert pas quand même à grand chose. Sinon, ton sport, ça devient de faire de la mobilité. Donc, est-ce que tu as réussi à trouver une espèce de quick win qui te permet, avec cette petite routine, d'entretenir un peu tes fonctions primaires sans avoir besoin d'y passer des heures? Alors, c'est une bonne question. En vrai de vrai, c'est complexe parce que c'est assez difficile à résumer. Moi, je fais partie du mode de pensée FRC, selon André Ospina. Je ne sais pas si tu connais, c'est une formation canadienne. Tout le monde pense que c'est américain, mais Ospina, c'est un Canadien, qui a été très à la mode il y a une dizaine d'années. Donc, nous, on l'a fait il y a une dizaine d'années et qui est resté à la mode depuis. C'est tout ce qu'on voit, les Piles Rise, les Cars, etc. sur Instagram. Des trucs, Décris peut-être un petit peu pour ceux qui ne ouais, connaissent pas. c'est... Comment expliquer? En vrai, c'est tout ce que vous voyez comme mobilité sur Instagram en ce moment, en fait, tout simplement. Des trucs où on vient tourner dans des amplitudes particulières, etc. Faire un espèce de contracté relâché. Bref, on va pas rentrer dans les détails des étirements, mais c'est un mode de pensée qui part du postulat du fait que si ton corps, tu lui imposes trop de contraintes vis-à-vis de ses capacités, tu vas le mettre en danger. Du coup, il faut augmenter tes capacités. Et tes capacités de mobilité font partie de cette réflexion-là. Du coup, lui, son objectif à Spina, via cette formation, c'est en gros de débloquer plus de mobilité, entre guillemets, qu'il n'en faut, et surtout être capable d'être fort dans cette amplitude-là. Tu vois, le travail de mobilité, je pense que vous en avez parlé avec Aurélien, c'est vraiment pas juste avoir de la souplesse passive, donc pas juste être capable d'étirer ton doigt comme ça, c'est être capable d'amener ton doigt dans une amplitude très très loin, parce que tu vas être stable et tu vas être fort. Donc ce travail-là, il n'est pas sexy, il est pénible à faire, ça prend beaucoup de temps, comme tu disais, mais par contre, il y a des vrais gains quand tu le fais régulièrement. Maintenant, si tu passes tout ton entraînement à faire ça, parce qu'en vrai, c'est long, bah, tu parasites ta progression sur ton activité spécifique. Donc, franchement, je pense que si je te donne mon exemple, je vais travailler vraiment des choses précises qui sont déficitaires chez moi sur le moment. Tu vois, là, je sais qu'en ce moment, je manque d'extension et de rotation interne de hanche, donc je bosse ça. Et le reste, je le mets de côté parce que ma pratique sportive entretient ma mobilité que j'ai acquis sur le reste. Donc, tu vois, je réfléchis plus comme ça plutôt que de me dire, bah, je vais faire ma cheville, mon genou, ma hanche, mon dos, mes cervicales, mes épaules. C'est pas possible. Je sais d'expérience que ça va me prendre 1 heure et demie. C'est trop. Tu vois, enfin, sauf si tu as vraiment le temps et que tu veux débloquer ça. Mais c'est vraiment assez complexe. Et je discutais avec Valentin Copin, que vous pouvez aller voir sur Instagram si ça vous intéresse, The Motion Therapy Expert, il s'appelle. Hier, on était en live ensemble et il me disait que lui, il aime bien réfléchir en termes de sensations qu'il a après une pratique sportive. Je te donne un exemple. Quand tu vas courir, généralement, après, le lendemain, tu es un peu raide, tu t'es un peu enraidi. Donc ça veut dire que la course à pied, potentiellement, nécessite une certaine raideur. Et que si tu vas à l'encontre de ça, alors que tu veux performer en course à pied, bah, c'est un peu antinomique dans la réflexion. Donc, c'est important d'avoir une très bonne mobilité. Je te dirai jamais le contraire, parce que d'un point de vue santé, c'est top. Mais si tu cherches à performer, progresser dans une discipline sportive en question, il faut réfléchir à quels sont les besoins de cette discipline sportive, qu'est-ce qu'elle va t'imposer en termes de capacité articulaire, et peut-être que la raideur post-course, bah, c'est juste une adaptation qui est bénéfique pour ta performance en course à pied. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je sais pas si c'est bien ou pas, mais en tout cas, ton corps réagit comme ça la plupart du temps. Ouais, donc typiquement, tu vois, si tu cours, tu vas avoir une raideur au niveau des ischio-jambiers, beaucoup. Possible, ouais. Et donc, moi, mon réflexe, ça serait de me dire, bah, justement, peut-être pas juste après, mais le lendemain, je vais essayer de faire un peu d'étirement pour compenser cette pratique. Et toi, ce que tu proposes, c'est plutôt de dire que c'est une adaptation qui pourrait être bénéfique et qu'en fait, on aurait tort d'aller contre. En fait, ça dépend ce que tu cherches. Comme tout, c'est une histoire de contexte, on en parlait tout à l'heure, c'est une histoire d'objectif. Si tu veux juste courir et être le plus performant possible sur la course à pied et il n'y a que ça qui t'intéresse, tu n'as pas spécialement intérêt à aller t'étirer les ischios du coup. Par contre, si tu veux à côté faire de l'haltéro, et à côté être capable de faire du Romanian deadlift dans une super posture, etc., avoir une grosse amplitude, faire du yoga, ne pas être limité pendant tes cours de yoga, pouvoir t'accroupir comme tu veux, etc., bah, il va falloir faire des choix. Et du coup, oui, là, potentiellement, rajouter du travail de mobilité pour gommer un petit peu ces adaptations post-course, ce sera intéressant. Mais encore une fois, tout est question de contexte et d'objectif. Et puisqu'on a pris le prisme de la course à pied, on n'a qu'à démarrer là-dessus. Dans ton cabinet, tu vois, j'imagine, plein de gens qui se blessent, puisque en général, on ne va pas voir un kiné quand tout va bien. Non.
c'est souvent de la réhab plus que de la préhab Ouais. ou de la prophylaxie. Clairement. Et donc, justement, tu vois, dans ce contexte-là, par exemple, la course à pied, c'est quoi les blessures que tu vois le plus souvent? Et est-ce que tu penses que la mobilité, elle pourrait les prévenir? Franchement, alors je réponds déjà à ta deuxième question, non. Ok. La mobilité ne prévient absolument pas les blessures, du moins pas en course à pied. Sauf vraiment si on va réfléchir vraiment très très loin dans le spectre de la mobilité, qu'on se prend un petit peu la tête, mais sincèrement, Et voilà, tirer tes ischios le lendemain d'une course, par exemple, ça non, va absolument avoir pas, aucune incidence pas là-dessus, quoi. spécialement d'intérêt, clairement pas. Maintenant, ce qu'on voit le plus en course à pied, c'est des pathologies de surutilisation, de sursollicitation. Et en fait, la base de tout ça, c'est juste une inadéquation entre la charge, comme je disais tout à l'heure, et les capacités que tu as. Donc, soit des gens qui sont allés trop vite, trop fort, trop de volume ou trop d'intensité sur un contexte de fatigue, un contexte où la récupération n'était pas bonne, ou alors voilà, des antécédents de blessures qui vont évidemment favoriser la réapparition d'une nouvelle blessure. Mais sinon, tu vas avoir tout ce qui est tendinopathie du membre inférieur, donc tendinopathie d'Achille. Tu peux avoir des petites tendinopathies rotuliennes, mais sur la course à pied, on va dire que c'est assez rare. C'est plutôt des syndromes fémoro-patellaires, donc des douleurs antérieures au niveau du genou, syndrome de la bandelette iliotibiale, essuie-glace pour vulgariser les choses. On peut avoir, si on va un petit peu loin dans ce prisme-là, des périostites, qui est un terme un peu trop vulgarisé pour le coup, mais voilà, on va appeler ça périostite. Si on va plus loin dans la périostite, on va avoir des fractures de fatigue. Ça, c'est pas mal de choses qui sont surtout liées à de la sursollicitation. En réalité, en termes de traumatisme, il y en a très peu. Tu peux avoir des entorses de cheville, potentiellement, surtout sur du trail. Tu connais bien, je pense. Mais sinon, en traumato, il n'y a pas grand-chose sur la course à pied, sauf si on part du côté du sprint, où là où tu peux te faire un ischio, un mollet, mais c'est parce que c'est à très haute intensité. Donc la majeure partie des gens qui font de la course à pied ne font pas spécialement de sprint. Et pour moi, c'est différent de toute manière. C'est amusant parce que tu vois, si on s'intéresse justement à la prévention des blessures, on va penser à essayer de changer nos paires de chaussures, de faire du renforcement musculaire, de faire des étirements, ce genre de choses. Alors qu'en réalité, à t'écouter, 90% des blessures, elles sont liées à une mauvaise quantification du stress mécanique. Clairement. Mais c'est même plus que 90%. Maintenant, pour mieux quantifier ton stress mécanique, tu peux rajouter des choses en plus. Tu parlais de renforcement musculaire, ça reste intéressant. Mais c'est pas en faisant 6 séances de renfort par semaine, si tu cours toujours n'importe comment avec un volume monstrueux, ça va pas forcément t'aider. Ça va être un plus, c'est un outil de choix pour la rééducation. Le renforcement musculaire, c'est un outil de choix pour la rééducation. Maintenant, c'est pas parce que tu fais du renfort que tu vas pas te blesser. Peut-être que tu vas diminuer un petit peu tes risques, mais c'est pas sûr. Une chose est sûre, c'est que le facteur de risque numéro 1 de blessure en course à pied, c'est la gestion de la charge d'entraînement. Et après, on va dire que c'est la force. Mais la force, c'est une qualité qui est un peu intrinsèque. Ça se travaille évidemment. Si tu fais du renfort, tu vas développer ta force. Mais c'est aussi un peu là de base. Tu vois, on parle surtout de capacité tendineuse, etc. Ça rentre dans ce spectre de force. Donc, si jamais tu es faible, tu vois, on te teste musculairement et tu es vraiment faible, tu es faible du quadri, tu es faible des mollets, tu auras tout intérêt à faire du renfort. Par contre, si tu es déjà fort et que tu te blesses quand même, c'est pas spécialement le renfort qui va t'aider. C'est plus de vraiment bien gérer ta charge d'entraînement, pour le coup, et d'analyser ce qui perturbe potentiellement tes séances, tes semaines d'entraînement. Est-ce que c'est ta récupération qui est mauvaise aussi? C'est possible, tu vois, parce qu'on va souvent sur le spectre du je m'entraîne trop. Oui, mais je m'entraîne trop par rapport à quoi? Je m'entraîne trop par rapport à ma capacité de récup, et potentiellement, tu peux augmenter ta capacité de récup si tu fais les choses bien. Mais encore une fois, tout n'est qu'une question de contexte. Ouais, j'imagine, mais est-ce qu'il y a quand même des exercices un peu prophylactiques? Tu parlais de la force notamment, donc on serait plutôt sur des séances de type 5-5, sur des squats ou des choses comme ça. Est-ce qu'il y a il y a des exercices qui te semblent plus intéressants? Donc je parle course à pied, mais aussi trail potentiellement, ou même on pourrait extrapoler à sport d'endurance. Ouais. Et tu mentionnais aussi les entorses de cheville. Yes. Est-ce qu'il y a des choses à faire pour ça? Alors, pour l'entorse de cheville, il y a pas mal de choses à faire, mais... En prophylaxie, je parle. Hein. Ouais, en prophylaxie. Prophylaxie, si je devais donner un truc simple pour tous les coureurs, déjà travailler la stabilité latérale, donc le gainage latéral, pour faire simple. Tu vois, gainage sur le côté, comme ça, avec le coude au sol. C'est facile au début, mais tu peux le complexifier. Tu peux le faire bras tendu, tu peux le faire avec l'autre jambe surélevée, tu peux le faire de manière dynamique. Bref, travailler vraiment tout ce qui est moyen fessier et chaîne latérale, c'est super important, même pour les entorses de cheville. C'est vraiment ça qui va contrôler l'affaissement du bassin jusqu'à l'affaissement du pied, parfois. Donc c'est vraiment important. Ce n'est pas obligatoire, encore une fois, mais c'est important. Donc je dirais travail de chaîne latérale au moins 2 fois par semaine. C'est cool, il n'y a pas besoin d'en faire énormément. Travail des mollets, très très important. Le problème des mollets, comme tu disais, on part si on veut faire de la force sur du 5x5, des choses lourdes. Les gens n'ont pas forcément accès à une salle de sport. Un mollet, c'est très 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 fort. Vraiment, ça développe
une force monstrueuse. Donc pour ça, ce que tu peux faire pour chanter un petit peu l'histoire du matériel qui peut être limitant, ça va être de travailler en isométrie. Donc l'isométrie, qu'est-ce que c'est? C'est une contraction musculaire sans mouvement. Et on peut doser l'isométrie nous-mêmes en soi. Si tu vois, je viens pousser contre le mur, par exemple, bah, je vais doser la force que je mets contre le mur. Et du coup, tu peux te rapprocher de niveaux d'intensité très élevés et développer des capacités de force quand même assez intéressantes. Le seul inconvénient, c'est que c'est pas stylé comme exercice. C'est un peu pénible à faire parce que c'est tout le temps la même chose et c'est toi qui doses. Donc des fois, tu as tendance à t'échapper un peu, à mettre un peu moins d'intensité que tu ne devrais, ou des fois, tu en mets trop. On a deux types de personnes. Mais l'idée, c'est voilà, de renforcer tes mollets sur de l'isométrie quasi maximale, entre 70-90% d'intensité max, sur des séries pas forcément trop longues. Tu vois, on va être entre 30 secondes et 45 secondes. Tu fais ça 2-3 fois dans la semaine, mais vraiment, tu mets une vraie intensité. Tu te mets contre le mur, ouais, par exemple. T'as ton talon qui est levé et tu pousses ouais, après toi. exact. Comme si tu étais, tu vois, un peu incliné. Comme si tu étirais ton mollet en fait, C'est sauf ça. que plutôt que de faire un étirement de mollet, Tu viens pousser. Ouais, tu viens pousser. Tu as le talon décollé. Le mieux, ce serait de te mettre, tu vois, tu tiens une table par exemple ou un bar, un truc un peu en hauteur, et tu essaies de l'arracher du sol. Ok. Il faut qu'il soit vraiment fixe pour le coup. Mais normalement, tout le monde peut trouver un petit truc comme ça. Même avec ton canapé, tu peux te débrouiller. Sinon, il y a des plateformes d'ISO qui existent. C'est des trucs avec des barres qui sont fixées, pliables, et ça bouge pas quand tu tires dessus. C'est hyper rigide. Tu peux tout faire avec, donc ça reste intéressant. Et après, je te dirais quadriceps. Voilà, pour ça, tu as tout ce qui est step down. Donc, par exemple, tu te mets sur une petite marche et tu viens plier le genou en descendant. Tu fais toucher ton autre talon au sol, tu remontes. Tu fais des quarts de squat, on va dire. Et ça, il faut le surcharger du coup parce que ça reste facile comme exercice au poids de corps. Et voilà, avec des petits kettlebells, normalement, pour la majeure partie des coureurs, ça fait le taf. Donc, je te dirais moyen fessier, quadri, mollet. Ce sera déjà très, très bien. Et toi, à la base, tu détestais courir, t'étais pas du tout coureur, et dans une de tes vidéos, tu t'es amusé à essayer de battre ton record sur 10 km. Tu peux me raconter un peu cette aventure? Alors, moi, j'ai switché un peu dans ma tête en 2019, un truc comme ça, en me disant que je restais un peu trop dans ma zone de confort sur ma pratique sportive, ce qui n'était pas 100% vrai, mais dans ma tête, c'était un peu comme ça. Je me suis dit, vas-y, il faut que je teste des trucs que j'aime pas. Et le truc que je déteste le plus depuis tout petit, c'est courir. Vraiment, c'est painful pour moi, c'est horrible. Je déteste vraiment ça. J'aime toujours pas spécialement, je vais pas te mentir, même 6 ans après. Mais j'ai quand même appris certaines choses. J'apprécie plus, mais je suis pas. Là, tu me dis, on va courir, je vais y aller, mais je prends pas un plaisir de fou, quoi. Donc, je me suis dit, faut commencer à courir. J'ai plein de patients coureurs. Il y a beaucoup de kinés qui pratiquent la course à pied. C'est vraiment un sport qui est très, très en vogue chez les kinés. Pas que chez les kinés, mais c'est vraiment un sport de kiné. Pour moi, c'est le sport le plus pratiqué par les kinés. Donc, voilà, je vais mettre en place mes connaissances, ce que je connais justement sur la gestion de la charge, etc., pour me l'appliquer à moi-même. Voir si déjà, je peux atteindre un kilométrage par semaine qui est correct sans me blesser. Sachant que je suis lourd, sachant que j'ai pas de pied, j'ai vraiment un pied qui est catastrophique. En termes de qualité de pied, c'est une cata. Ça, c'est très difficile à rattraper. Tu vois, quand tu n'as pas couru dans ta jeunesse, franchement, après, c'est chaud à rattraper. Et que je courais pas. Donc, j'ai mis en place les choses vraiment de manière très progressive avec de la course-marche au début, comme tu peux le conseiller. Enfin, moi, je peux le conseiller à mes patients. Ça s'est super bien passé. Franchement, pas de douleur, pas de blessure, rien du tout. Et petit à petit, je suis arrivé à pouvoir courir 30 km par semaine. Donc, ce qui est correct, sans plus, tu vois. C'est juste que tu peux courir régulièrement. Je n'étais pas limité en course à pied, mais j'aimais toujours pas ça. C'était difficile de mettre de l'intensité. Donc, à travers ça, j'ai commencé à me dire, ce serait intéressant d'aller chercher un peu plus d'endurance, entre guillemets, des efforts longs, chose que je n'aime pas du tout. Je me suis mis au vélo. Donc, vélo, effort long, forcément, là, t'as pas trop le choix. Tu vois. Enfin, c'est rare de faire des efforts très courts sur le vélo, sauf si tu fais de la piste. Et on a fait une cyclo avec mon associé Simon, une cyclo de 150 km avec 3008 de dénivelé, je crois, un truc comme ça. Donc j'ai mis 6 mois à me préparer. C'était extrêmement dur, vraiment, c'était très très pénible. Mais j'ai bien aimé le processus pour le coup. Et après, je me suis dit, pourquoi pas associer course à pied et vélo. Et pourquoi pas faire un Ironman 70.3, qui était le truc genre impossible pour moi. Donc un Ironman 70.3, pour ceux qui ne savent pas, c'est un Alpha Ironman, donc triathlon L, si je ne dis pas de bêtises. 1009 de natation, peut-être que 1009 ou 1008, je crois. 90 de vélo et semi-marathon en course à pied.
On va dire que la majeure partie des gens font aux alentours des 6 heures pour faire simple. Donc on s'est lancé ce défi et entre-temps, on s'est dit pourquoi pas faire un 10 km pour voir ce que ça donne un effort vraiment très intense en course à pied parce que le 10 bornes, je sais pas si tu en as déjà fait, mais c'est long, mais pas tant que ça parce que tu es vraiment dans le dur pendant un temps qui est désagréable. Tu vois, pour moi, c'est plus difficile qu'un semi, par exemple, en termes de ressenti. Je préfère faire un semi, même si c'est 2 fois plus long, parce que tu as une intensité qui est plus basse et tu peux mieux te gérer, entre guillemets. Donc on a fait ce 10 bornes pendant la prépa Ironman. Et au final, j'ai fait un temps qui était très correct. Donc j'étais plutôt content. Et ça montre que voilà, si tu construis step by step, ça va bien se passer. Ça t'a donné envie de continuer à faire des Ironman? Ouais, je pense que je ferai un full quand j'aurai le temps. Voilà, tout simplement, parce que c'est quand même une organisation. Et un volume d'entraînement qui est énorme. Voilà, c'est ça le problème en fait. C'est pas de faire un Ironman. Peut-être qu'il y a des gens qui critiqueront ce que je dirais, mais c'est pas bien grave. C'est ce que je pense vraiment. Quand on a le temps, c'est pas dur. Franchement, c'est pas dur de le faire. Si tu gères bien ta nutrition, si tu as le temps de t'entraîner, faire un Ironman, c'est pas difficile si tu sais nager. Je préfère le dire quand même. Maintenant, faire une performance sur Ironman, ça n'a rien à voir. Là, c'est compliqué. Parce qu'il y a des aléas de course qui font que, forcément, quand tu mets de l'intensité au niveau digestif, ça va pas bien se passer. Tu sais pas gérer ta fatigue sur aussi longtemps parce qu'en soi, à l'entraînement, tu vas pas faire un Ironman à l'entraînement. Donc, faire une performance sur un Ironman, performance qui t'est propre, oui, c'est compliqué. Juste le finir, si tu peux t'entraîner, c'est pas compliqué. Moi, j'aimerais en faire un sans faire une perf de fou et sans trop m'entraîner. Par trop m'entraîner, j'entends que l'entraînement parasite ta vie pro et ta vie perso. Et j'ai donné déjà sur l'Ironman 73 parce que j'avais beaucoup de retard à rattraper sur la natation. C'est toujours le cas malheureusement. Mais pour la flemme de faire ça pendant un an. Donc j'en ferai un bientôt, mais sans plus m'entraîner que pour le 73 en fait. D'autant plus que j'imagine que tu as envie de maintenir ton physique, ta masse musculaire, etc. Tu venais plutôt des sports de force avant. Ouais, sport de combat moi. Et justement, tu vois, c'est peut-être une peur, entre guillemets, ou une croyance que la plupart des gens qui font des sports plutôt liés à la force ont s'ils font de l'endurance, c'est de perdre tous les gains qu'ils ont eu tant de difficultés à obtenir. Est-ce que tu as observé une fonte musculaire importante pendant ce processus-là? Importante, non. Une fonte musculaire, oui, évidemment, parce que ton corps s'adapte. Mais tu reprends très vite, en fait. Vraiment, là-dessus, tu as une mémoire musculaire qui est assez folle. Tu perds un peu en force, mais pas tant que ça. Franchement, tu vas pas perdre 50% de ta force, quoi. J'aurais dû traquer, ça aurait été intéressant, mais je l'ai pas spécialement fait. Et au niveau physique, tu sèches un petit peu, parce que forcément, tu dépenses énormément de calories sur ce genre d'entraînement, mais tu perds un peu en volume, mais c'est pas non plus fou, quoi. C'est ça que je trouve un peu génial. Je trouve que développer une qualité physique, c'est quand même quelque chose qui est ingrat. Parce que tu dois énormément t'entraîner. Et que ce soit pour développer de l'endurance si t'en fais pas du tout, pour développer de la force ou de l'hypertrophie si tu avais un gabarit beaucoup plus petit. Clairement, ouais. Et parfois, tu vois, tu as mis tellement d'efforts pour y arriver, souvent pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, que tu te dis, putain, si j'arrête, je vais tout perdre. Alors que malgré tout, moi je vois ça vraiment comme un capital. Et une fois que tu l'as développé, c'est quand même beaucoup plus facile de le maintenir. Et indépendamment de le maintenir, si après tu te remets à fond, il y a quand même une mémoire musculaire, etc. J'ai l'impression qu'il revient assez vite. Clairement, et je pense que tout ça, c'est encore plus impactant quand tu as fait ça pendant ta croissance, pendant ta jeunesse. Et les qualités que tu as développées jusqu'à tes 18 ans, en vrai, elles restent vraiment très très longtemps. Et elles restent même tout court, j'ai l'impression. Ouais, alors ça par contre, ça fait un peu chier parce que si t'as pas eu la chance de faire beaucoup de sport dans ton enfance, ou alors de faire des sports qui sont pas très intéressants sur le développement des qualités physiques, genre je sais pas, des trucs comme la voile par exemple. Voilà, ça développe d'autres trucs. Ça développe d'autres trucs. Ouais, on va dire ça. Et donc, elles ressemblent à quoi tes séances de force musculaire en faux dans cette période-là pour maintenir? Est-ce que tu as essayé? Parce que j'imagine que comme forcément tu t'entraînais plus sur la partie endurance, tu avais aussi moins de temps à consacrer de l'autre côté. Donc par la contrainte, ça t'a obligé à sélectionner les exercices et les méthodologies d'entraînement qui te semblaient être les plus efficaces pour avoir un peu ce 80-20, quoi. Clairement. Et c'est ça que je trouve intéressant. Ouais, clairement. À l'époque, tu me fais repartir dans mes souvenirs, il faut que je réfléchisse bien. Sur le haut du corps, en vrai, je gardais classique, tu vois, un truc entre... Je devais faire 2 séances dans la semaine, une séance plus
hypertrophie force, tu vois, entre 8 et 12 répétitions, proche de l'échec. Et une séance plus force, entre guillemets, plus loin de l'échec, mais plus aux alentours de 3 à 5 répétitions. Je préfère garder de la marge là-dessus pour pas te cramer au niveau du nerveux, parce que la natation, ça fatigue quand même Ouais. pas mal le haut du corps. Donc, 2 séances sur le haut du corps, pas très longues. 1 heure, tu vois, un peu upper body, quoi, on appelle ça comme ça. Donc, je faisais du tirage, de la poussée, bref, tout. Pas trop de travail d'isolation, genre pas les biceps, pas les triceps, ça m'intéressait pas spécialement. Donc, vraiment pattern de poussée horizontale, développé couché si vous préférez, poussée verticale, strict press, overhead press, on appelle ça comme on veut, traction et tirage. Dans l'idée, c'était ce que je faisais le plus, avec des petits exercices un peu spécifiques, natation, pour gagner un petit peu en ouverture, etc., pouvoir aller chercher un peu plus loin quand tu nages. Parce que moi, je suis un énorme caillou dans l'eau, c'est catastrophique. Et après, pour le membre inférieur, il me semble que je crois que je faisais 1 séance par semaine, et j'arrivais pas à faire plus, parce que le vélo, ça taxe quand même pas mal. Et en fait, quand tu fais tes intensités en étant fatigué de la veille d'une séance de muscu, franchement, tu peines vraiment. Alors, c'est bien parce qu'à terme, ça te permet de développer quand même d'autres qualités, d'être toujours efficace sous fatigue et tout, mais c'est assez frustrant quand tu rentres pas les intensités qui étaient demandées pour ta séance. Ça m'est jamais arrivé. Mais quand tu es limite, tu vois que tu n'as vraiment pas de marge, tu te dis est-ce que je suis sur la bonne voie? Alors qu'en fait, c'est juste que tu es trop fatigué de ta séance de la veille. Donc l'idée, c'était de garder une seule séance à dominante de force, on va dire, sur le membre inférieur, donc du squat. Parce que voilà, j'ai fait quand même pas mal de crossfit et je compte en refaire. Le squat, c'est quand même une base très importante. Je dis pas que c'est le meilleur exercice du monde, mais ça reste important selon moi. Deadlift, pas trop lourd pour le coup, parce que c'est très taxant d'un point de vue nerveux, vraiment. Ça te charge quand même beaucoup la chaîne postérieure, donc après quand tu vas courir, voilà, c'est un petit peu dur le lendemain. Mollets, comme je te disais, travail des mollets là, haute intensité, il n'y a pas de problème, parce que les mollets récupèrent plutôt bien. Là-dessus, il n'y a pas trop de soucis. Et tout ce qui est voilà, travail de la chaîne latérale, donc moyen fessier, etc. Mais ça, c'est plus de la prophylaxie, entre guillemets, comme tu le disais tout à l'heure, si j'ai réutilisé tes termes. Donc en soi, rien de bien compliqué, hein. Franchement, plutôt lourd, sans être à l'échec non plus, et sans se cramer trop nerveusement. Ouais, plutôt le fait d'être sur des séries peut-être un peu plus courtes et Ouais. un peu plus typées force, ça réduit probablement les courbatures aussi et Clairement. l'impact sur la séance le lendemain, quoi. 100%. Normalement, si tu fais vraiment de la force bien faite, t'as pas de courbature. Et t'as pas essayé d'utiliser par exemple des supersets, des biceps pour gagner un peu de temps sur tes séances? Pas forcément parce que, alors, en soi, je te dis pas forcément, mais moi, j'ai une réflexion, même quand je programme pour mes clients, où je mets toujours un exercice associé à un exercice de base, donc un bicep, mais c'est pas un exercice qui va taxer le premier. Tu vois, si je fais du squat, après, par exemple, je peux faire, je sais pas, du travail de pied. Tu vois, Ouais. je vais travailler mon long fléchisseur de l'hallux, ma voûte plantaire, et ça va pas impacter mon squat. Et je réfléchis toujours comme ça, justement, par gain de temps, mais là, je l'ai pas réfléchi en mode, bah, je suis sur une prépa qui est déjà volumineuse, comment je vais faire pour gagner encore plus de temps? C'est juste que c'est ancré en moi depuis longtemps, je fonctionne toujours comme ça, parce que les temps de récup, en vrai, bah, tu fais rien, c'est chiant. Autant rentabiliser ton temps, quoi qu'il arrive, le temps n'est pas illimité malheureusement, donc autant tout le temps le rentabiliser. Mais je ne l'ai pas réfléchi spécifiquement pour la prépa Ironman. Tu as mentionné le squat et le deadlift. Certains disent que c'est les exercices les plus importants et les meilleurs qui existent, et puis d'autres disent que tu vas te détruire le C'est dos le diable, si tu ouais. les fais. C'est quoi ton avis sur le sujet? J'ai pas d'avis, encore une fois, tu sais pourquoi tu le fais, tu sais pourquoi tu le fais pas. Maintenant, je pense que s'empêcher un mouvement sous prétexte qu'on t'a dit qu'il était dangereux, ça n'a pas vraiment de sens. Pour moi, c'est un peu être un mouton, ça, et écouter ce qu'on te dit et même pas tester. Maintenant, il y a des gens pour qui le squat n'est pas adapté, dans le sens où ils vont faire du squat, ils vont forcer pendant des mois, des années, et ce sera toujours un mouvement désagréable pour eux, où ils progresseront pas trop, où ils auront peut-être des petites douleurs, etc. Bah, au bout d'un moment, tu peux te dire, bon, bah, ce mouvement n'est pas fait pour moi, ça n'a rien de forcer, je vais arrêter, je vais le remplacer par autre chose. Il y a des variantes de squat qui sont très bonnes. Tu as le bell squat, par exemple, où tu t'attaches une ceinture et le poids est en bas, pour le coup, et tu viens tout simplement faire des squats, mais avec une charge qui est plutôt basse et qui n'est pas sur tes épaules. Pour le deadlift, c'est pareil, j'ai pas spécialement d'avis. C'est un exercice qui est bien. C'est pas le meilleur exercice du monde, mais c'est l'exercice où tu peux mettre le plus lourd en soi, ça c'est certain. À part le hip thrust, mais le hip thrust ça compte pas vraiment. Et du coup, c'est intéressant d'un point de vue de développement du système nerveux, développement de la force, de la capacité vraiment à résister à une charge.
Et il faut être adapté à le faire, c'est tout. On en reviendra aux prérequis de mobilité dont on parlait tout à l'heure. Si tu as la mobilité qui est requise pour le squat, pourquoi tu squatterais pas? D'ailleurs, tu vois, tu parlais du bel squat. Là, pendant un temps, j'avais pas accès. Moi, je m'entraîne jamais en salle, mais Ok. normalement, je m'étais fait un petit home gym. Et puis, en fonction des périodes de ma vie, il y a des moments où j'y avais pas accès. Donc, je me suis amusé avec des kettlebells, avec des anneaux, etc. Et suite à une vidéo que tu as faite avec Cario, où je t'ai vu utiliser une poulie iso-inertielle, je m'en suis Oui. acheté une, pas la même, parce que lui, il avait une K-box. Et donc, ça permet juste de faire des squats. Moi, j'ai pris une Kinect. Et l'avantage, c'est que tu peux changer les volants d'inertie. Donc tu peux avoir plusieurs résistances et comme tu peux l'accrocher à différentes hauteurs, tu peux faire des mouvements plutôt bas du corps. Donc tu peux faire justement des squats, mais des deadlifts, etc. avec un harnais. Ouais. Et tu peux aussi faire des mouvements haut du corps. Par Ok. exemple, des genres de chest fly ou ce genre de choses. Tu vois. Mhm. Et j'ai trouvé ça assez sympa, même si comment dire, le ressenti est quand même complètement différent que celui d'avoir une barre, quoi. C'est très perturbant. Je me rappelle la vidéo avec Christophe. En soi, je bosse pas du tout avec K-Box, mais je crois que tu peux changer les disques aussi, hein, Ok. sur la leur pour avoir différentes résistances. C'est intéressant parce que voilà, ça te restitue ton énergie en excentrique. Donc c'est vraiment très très fort. La sensation est particulière, ouais, mais c'est un bon outil. Moi, tu vois, ce genre de truc, pour avoir eu beaucoup de gadgets, j'appelle ça des gadgets, au cabinet comme ça, je sais que quand j'achète ce genre de truc, je suis à fond dessus pendant un mois. Après, ils prennent un peu la poussière et je reviens au basique. Du coup, je ne l'ai jamais acheté parce que ça coûte quand même assez cher. Il me semble que c'est 4 000, 5 000 euros la K-Box. Et je me suis dit, bon, si je mets 5 000 euros, je me connais, je vais l'utiliser pendant un mois à fond. Et puis après, à un moment, elle va prendre la poussière et je ne vais plus jamais la regarder. Peut-être que je me trompe pour le coup, mais je pense que c'est un outil qui est sympa. Et effectivement, comme tu dis, il y a pas mal de trucs avec des poulies maintenant que tu peux attacher un peu partout. Et, Ouais, la Kinect intéressant, est ouais. beaucoup moins chère, hein. Je Mm. crois que même avec les accessoires, les volants, etc., j'en ai peut-être eu pour 1 500-2 000 euros. Ouais, ça va. Et en fait, ça me fait un peu mon home gym Mm. complet. Parce que si tu couples ça avec une barre de traction et puis, je sais pas, une kettlebell par exemple, tu arrives à faire quand même une diversité de mouvements assez intéressant avec différentes résistances. Et donc, quand tu n'as pas la possibilité d'avoir un banc avec un rack à squat et puis une barre, des poids, etc., j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Carrément, mais le souci pour moi là-dedans, c'est la lassitude, tu vois. Tu fais souvent les mêmes mouvements, du coup, tu utilises les mêmes outils. Et Je suis d'accord. moi, personnellement, au bout d'un moment, tu en as un peu marre, tu vois, tu cherches du renouveau, on va dire. Donc, c'est ça qui est difficile avec ce genre d'outil. Mais s'il y a des personnes qui sont vraiment, c'est qui arrivent à rentrer dans un tunnel et à utiliser tout le temps la même chose, bien disciplinées, en vrai, c'est stylé, hein. Ouais, bah, c'est un peu ce que j'ai ressenti. Moi, j'ai beaucoup aimé l'approche de Strong First. J'avais fait enfin, donc leur niveau là, de kettlebell, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, il y en a 3. Mais c'est hyper redondant parce qu'en fait, tu fais tout le temps les mêmes trucs. C'est quand même très limité en termes d'exercice. Mais c'est Et efficace. donc, c'est très efficace, mais au bout d'un moment, c'est chiant, quoi. C'est ça, en fait. Après, il y a des gens qui aiment bien être dans une routine vraiment très, très répétitive. Je pense qu'il y a des clients pour tout, quoi. Et j'en reviens à la mobilité. Donc là, tu disais que tu testais un peu l'approche neuroposturale. Donc FRC ou même ce que tu expliquais tout à l'heure, en gros, c'est que le corps, il met automatiquement des espèces de restrictions de mobilité pour maintenir son intégrité physique et puis se mettre en sécurité. Et donc, l'idée de la mobilité, c'est d'une part de lui permettre de comprendre qu'il peut aller dans des amplitudes plus grandes et surtout qu'il peut développer de la force dans ces amplitudes-là. Et ça fait longtemps que j'ai pas parlé avec Sébastien, mais dans mes souvenirs, en tout cas, sa vision de la chose, c'était de dire que si tu as des réflexes archaïques, etc., qui n'ont pas été correctement intégrés, ou que tu as des capteurs qui sont pas correctement calibrés, donc les capteurs, ça peut être la proprioception, le vestibulaire, etc., les différents organes des sens aussi, les yeux, il y a pas mal d'exercices avec les yeux, eh bien, le corps va se mettre en sécurité parce qu'il n'est pas à l'aise dans son environnement. Et donc, il te montre, par exemple, qu'en faisant un exercice des yeux, tu fais un test de la souplesse des ischios, donc de la chaîne postérieure, où tu essaies juste de toucher tes pieds. Et il te fait ton exercice des yeux, et puis après, tu arrives à descendre plus bas. Donc, ça paraît un peu waouh quand tu vois la vidéo, c'est assez impressionnant. Après, je trouve que... j'ai trouvé l'approche intéressante, et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a plein d'exercices où tu vois pas directement les feedbacks et l'impact que ça peut avoir. C'est parfois un peu
tu vois, difficile à mesurer justement. Ce qui fait que mon avis final sur la chose était ambivalent. D'un côté, je trouvais ça intéressant et d'un autre côté, ben, il y avait plein d'exercices dont je voyais pas vraiment le sens et pour lesquels je pouvais pas constater les améliorations parce qu'il n'y a rien qui permet de le mesurer. C'est quoi ta vision de tout ça et de ces premiers tests? Ben, au final, je comprends ce que tu veux dire avec cet effet waouh. En soi, on va avoir la même chose en kiné. Il y a des exercices qui diminuent immédiatement les symptômes des patients. Genre, t'as mal à l'épaule, je te fais faire un exercice précis, immédiatement après, t'as moins mal. Ça, c'est magnifique et toi, ça te conforte dans le fait que l'exercice est bon pour toi. Parce que c'est comme un médicament, c'est immédiatement efficace. Et puis, toi, tu vois en tant que patient un réel effet. Maintenant, si on est assez honnête, la majeure partie des exercices qu'on propose à nos patients en kiné, en fait, ils ne modulent pas les symptômes immédiatement, ils modulent les symptômes sur le long terme parce qu'ils créent de l'adaptation. Pour moi, en fait, c'est la même chose. Ce qu'il propose Seb, c'est que ton système nerveux, tu vas le rééduquer, réadapter, recalibrer au niveau des propriocepteurs, etc. pour qu'en fait, les exercices que tu fais ne soient plus une menace, soient acquis, soient tolérés par ton système. En fait, tu n'as pas des résultats immédiatement. Donc moi, j'attends pas de résultats directs vis-à-vis de ce qu'il me fait parce que je suis OK. J'ai capté que le processus, il était long. Et je comprends ce que tu veux dire. Hein. On a toujours tendance à vouloir voir un résultat direct quand on fait quelque chose. Mais c'est comme se dire, bah là, je vais aller faire une séance d'intensité en course à pied. Le résultat après ta séance, c'est que tu vas être plus fatigué qu'au début de ta séance. On est d'accord? Oui, mais le truc, c'est que même après un an de course à pied, tu peux mesurer le temps, par exemple, Bien que tu sûr. mets sur un truc. Bien sûr. Tandis que là, après un an de neuroposturo, Ok. tu n'as pas vraiment d'exercice témoin qui te permet de voir la progression. C'est pour ça qu'il faut prendre des marqueurs au début. C'est super important. Il faut savoir pourquoi tu le fais. Ouais. Et après, si tu me dis, ouais, sur un an, ça veut dire que pendant un an, tu as rajouté que ça à ton entraînement pour être sûr que c'est ça qui a Ouais, modifié les choses. Bah, c'est hyper compliqué. Je pense que pour moi, c'est un petit plus. Comme je te disais tout à l'heure, je ne suis pas un grand convaincu de tout ça, mais je voulais tester, tout simplement. Ça fait 2-3 mois qu'on teste. Franchement, il y a des petits résultats assez intéressants. Maintenant, c'est pas magique. Comme ce que moi, je peux proposer à mes patients, c'est pas magique non plus. Il faut du temps. Il faut que mon système il s'adapte. Je crois en ce processus pour l'instant et je lui fais confiance. Moi, je fonce toujours tête baissée quand on me propose des trucs. C'est pour ça que j'aime bien avoir plein de coachs différents. C'est une de mes approches, justement, de ne pas faire tout seul. Et je leur fais confiance. Même si je ne suis pas d'accord forcément avec ce qu'ils disent, je me dis, ok, tu as signé avec cette personne, t'écoutes. Elle a sûrement des choses à t'apprendre. Tu as le droit de ne pas être d'accord, mais viens pas parasiter ce qu'elle te propose parce que sinon, après, tu sais plus ce qui a marché ou ce qui n'a pas marché. Ouais, je fonctionne un peu de la même façon aussi. Tu nous as parlé tout à l'heure des principales blessures que tu constatais de la part des coureurs à pied et des exercices qu'on peut faire en prophylaxie. Si on fait le même exercice pour les pratiquants de force ou de musculation? Un peu plus complexe du coup parce que les mouvements sont plus variés. Donc, ça va vraiment dépendre. Au final, ça va être assez similaire sur bien gérer sa charge d'entraînement, ce sera la base. Maintenant, te donner des exercices de prophylaxie, ça va être très très réducteur ce que je vais dire et du coup, ça peut en devenir faux. Mais pour l'épaule, il faut quand même avoir une bonne mobilité de base. Là, pour le coup, la mobilité est importante, à l'inverse de la course à pied. Donc, une bonne mobilité en fonction de l'exercice sur lequel on veut progresser. Imaginons que je veux progresser partout, au développé couché, aux tractions, etc. Bah, faut que tu aies une bonne mobilité en élévation, une bonne mobilité ici pour aller chercher bas sur ton développé couché, etc. Donc ça se bosse, voilà, tout simplement. Et qui dit mobilité dit force de fin d'amplitude et force sur toute l'amplitude. Et au niveau de l'épaule, pour être bien fort, bien stable, il faut que ta coiffe des rotateurs, donc il y a un ensemble de 4 muscles assez particuliers, on ne va pas trop rentrer dans le détail, ça ne sert pas à grand-chose, bah, il faut qu'elle soit capable et forte sur toutes les amplitudes, à toutes les vitesses possibles. Et ça se renforce. Donc, il faut faire des exos spécifiques là-dessus, malgré le fait que la coiffe bosse tout le temps, parce que c'est vraiment un ensemble de tissus qui permet de stabiliser l'épaule. Bah, tu peux faire des rotations, rotation externe, rotation interne pour le subscapulaire, rotation externe pour supra, infra et petit rond. Donc des choses comme le Hellfly, des Y avec les ça. TRX. Dans l'idée, et petit à petit, il va falloir augmenter la complexité de ces exercices parce que faire ça tout le temps, ça reste lent, ça reste spécifique à cet angle-là. Donc il y a des choses plus intéressantes à aller chercher, mais ça, il faut le faire progresser. Et ça dépend vraiment de chaque pratiquant, tout simplement. Et après, pour le reste, je dirais quand même avoir une bonne mobilité lombaire. C'est important, une bonne mobilité thoracique aussi, qui va être très impactée sur le deadlift, sur le squat, et même sur le développé couché en soi. Et une très bonne mobilité de hanche qui est largement sous-cotée. Les gens, ils se focalisent tout le temps sur leur cheville pour le squat et tous les exercices de membres inférieurs. Mais en soi, ce qui bloque très souvent, c'est surtout la hanche.
Donc vraiment bien bosser sa mobilité de hanche, ce sera pour moi primordial. Donc pour la mobilité de la colonne vertébrale, on pourra faire Mhm. du Jefferson curl ou ce genre de choses. Bah, le Jefferson curl, ça va être déjà un exercice avancé, en soi en flexion, en mobilisation en flexion, spécifique à la flexion, où tu vas rajouter une charge externe. Donc ça se trouve, pour certaines personnes, c'est pas adapté parce qu'ils n'ont pas la capacité à vide déjà de faire une bonne flexion en dissociant vertèbre par vertèbre. Donc c'est un exercice avancé pour moi, mais ça peut être un bon exercice. Et pour la hanche? Pour la hanche, il faut vraiment aller bilanter de manière Ok. un peu spécifique chez chacun, mais si je devais résumer ce qu'on retrouve chez une majeure partie des pratiquants, ça va être un déficit en rotation interne, bien souvent, de hanche, qui va limiter du coup ta flexion et ton extension. En fonction des angles, la hanche, c'est un peu compliqué parce que en fonction du degré de flexion, les muscles rotateurs internes deviennent rotateurs externes, etc. Ça bouge pas mal. Donc c'est vraiment une articulation complexe qu'il faut évaluer de manière assez précise pour pas faire n'importe quoi et pas faire au hasard. Est-ce que tu penses que ça nécessite forcément d'avoir un travail de mobilité euh, consciencieux et spécifique, ou bien est-ce qu'on pourrait pas l'entretenir de façon passive, par exemple en se mettant en deep squat pendant qu'on regarde la télé, en te mettant en ZZ, etc., en se mettant en sol, en fait, beaucoup plus quand on regarde la télé, quand on lit des livres, etc. Tu vois, au final, je pense que tout le monde le soir passe du temps soit à lire, soit à regarder la télé. Pour se détendre. Plus à Et donc regarder ça la fait télé. peut-être une heure et demie, tu vois, qui pourrait être mise à Ouais. profit. Et donc si t'alternes ZZ, etc., deep squat, est-ce que tu penses qu'on peut le développer comme ça? 100% sur une hanche saine, chez quelqu'un qui n'a pas de restriction, parce que déjà là en fait tu vas sur des mouvements combinés, Mm. où tu vas associer flexion, rotation, etc. Et en fait si tu as déjà un déficit dans une direction donnée qui est vraiment marqué, ces mouvements ils vont pas t'aller et ils vont te créer plus potentiellement de douleur qu'autre chose. Donc si on prend quelqu'un qui est novice, qui n'a pas de problème et qu'on veut le faire durer, oui, on va lui rajouter ça de base. Maintenant si c'est quelqu'un qui a déjà une problématique qui est déjà limitée, il va falloir être plus précis. Tu vois, c'est ça le problème. Je vois un peu ça comme un tube de dentifrice. Moi, on va dire que le débutant qui est sain, il n'y a pas de problème. Peu importe où tu appuies sur le tube de dentifrice, il y a du dentifrice qui va sortir. Quelqu'un qui est avancé, qui a déjà des problématiques qui sont ancrées, il va falloir être précis sur l'endroit où tu appuies sur le tube pour faire sortir du dentifrice. Toi, tu proposes ça sans que tu aies forcément de blessure, donc que ce soit dans le cadre de Ouais, de bien la sûr. kiné. Tu peux me faire un bilan, me dire, bah, tiens, voilà, quelles sont tes restrictions, je te conseille tel et tel exercice. On revient à cette notion de capital. Tout à l'heure, on a vu ce développement du capital pour l'endurance ou la force, mais c'est pareil pour la mobilité. Mm. Et comme tu le disais là, en fait, une fois que tu l'as développé, c'est facile de le maintenir. Mais encore faut-il avoir ce petit take-off au début où tu dois y consacrer du temps. Donc, ouais, je peux venir te voir. À distance, tu peux me bilanter peut-être et Ouais, tu me donnes des exercices après? clairement. Clairement, en fonction de tes objectifs, en fonction de ton contexte, évidemment. Mais ouais, 100%. Ok, cool. 100%. Bon, bah, on va faire ça alors. On Vas-y. va faire ça, je ferai un petit feedback dans la newsletter. Il y, Avec plaisir. y a un dernier point sur le fait de durer. Tu vois, tu parlais de Valentin Copain tout à l'heure. Et Mm. puis Rudy Koya a fait pas mal de choses aussi sur le sujet. Il est à fond sur l'isométrie et sur sa capacité justement à renforcer le tissu conjonctif, le tendon. Il propose un protocole qui, bon, bien sûr, ça doit être individualisé, etc. Mais en tout cas, un premier pas que je trouvais intéressant où tu prends les exercices, les grands patterns de mouvement de ta séance et tu en prends un de chaque et tu le tiens en isométrie sur des durées qui sont pas forcément extrêmement longues. Tu vois, on est sur 30 secondes, 1 minute. Ouais. Donc, je sais pas, tu avais 5 exercices sur ta séance, ça te fait un petit add-on de 5 minutes. En perspective de la durée totale, ça représente entre 3 et 5% de ton temps, donc c'est pas un investissement très important et qui pour autant, tu vois, dans cette logique du 80-20, pourrait avoir des avantages vraiment intéressants. Clairement, je suis plutôt d'accord. Ça peut être intéressant à faire sur des angles spécifiques, selon moi, que tu veux développer ou tu veux mettre ton tendon, ton tissu conjonctif en tension. Mais ouais, carrément. Ok. On en a parlé, j'en ai parlé en intro, tu as testé plein de choses, tu partages aussi parfois 24 heures dans la vie de sportifs assez variés. Comment est-ce que tu entretiens la diversité de tes capacités physiques pour être prêt à tout? Et bah, comme je te disais tout à l'heure, j'essaye des trucs que j'aime pas de base. Et je pense que j'ai testé pas mal de choses maintenant. J'ai brassé assez large. Je réfléchissais la dernière fois à ce qui me manquait en termes de skills. C'est un peu, tu vois, l'image du CrossFit. Ça te déplaît à certains, hein, évidemment, mais je peux le comprendre. C'est d'être pas très bon dans une discipline donnée, mais être moyen un peu partout. Du coup, tu peux un peu tout faire, mais t'es pas spécialement chaud non plus. Tu es correct, moyen, tu te débrouilles, on va dire. Alors, cette vision-là, vraiment dit comme ça, elle me plaît pas parce que
Je suis quelqu'un qui cherche toujours l'amélioration, et ça peut d'ailleurs être un problème, et la performance relative à soi-même. Mais l'idée, c'était un peu de développer toutes ces capacités. Et franchement, à part les sports collectifs et les ballons, où je suis vraiment catastrophique, j'ai l'impression que j'ai un peu tout fait. Et justement, ça me permet maintenant de faire ce genre de vidéo, de pouvoir aller partager 24 heures avec Léo Bergère. Évidemment, je ne vais pas rouler à sa vitesse, c'est impossible. Je vais essayer de le suivre pour voir ce que ça donne, parce que c'est marrant, ça m'amuse. Évidemment, je ne vais pas faire le volume de natation qu'il fait, mais je peux partager une bonne partie de son entraînement, voir ce que ça représente. Je peux aller faire 24 heures avec Brutus, Antoine, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est assez connu sur les réseaux sociaux, qui est un des meilleurs powerlifters, donc force athlétique français. Donc on fait du développé couché, du deadlift et du squat. Voilà, c'est pas compliqué en soi, mais tout le monde ne peut pas le faire non plus, parce qu'il faut développer ses skills là-dessus. Là, pour le coup, je suis pas très fort, mais ça va, je suis pas dégueu. Je suis moins dégueu qu'en triathlon, je pense. On a prévu de faire avec un judoka magnifique. Moi, je fais du judo de base. Si on fait avec un pratiquant de MMA, pareil, j'ai fait du MMA, il n'y a pas de problème. Il va me laver, évidemment. On va même pas faire de sparring ensemble, mais je peux m'entraîner avec lui sans trop de soucis. Je suis capable d'aller sur le tatami, je suis capable d'aller sur le ring. Je vais pas me blesser. Mes limitations actuelles ne vont pas me limiter sur cette pratique-là, franchement. Donc, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Christophe Cario, mais bon, Christophe, il est là pour la longévité, donc ça, normalement, tout le monde est capable de suivre ce qu'il fait, malgré le fait qu'il le fait quand même de manière très précise et très intense pour son âge, sans réduire évidemment ce qu'il fait, hein, loin de là. C'est remarquable, mais normalement, voilà, tout le monde pourrait suivre ce genre d'entraînement, sauf l'entraînement aux anneaux où c'était assez complexe. Je sais pas si tu as vu cette vidéo, mais ouais, oui, un peu de calisthénie. Ouais, il nous a défoncé sur des anneaux. Non, l'idée, c'est de développer ses capacités physiques au sens large, pour pouvoir tout faire. Je te donne un autre exemple. Là, on est sur une réflexion de vidéo décathlon, pour faire un décathlon. Sauter à la perche, ça c'est quelque chose. Je sais que je suis incapable de le faire. Peut-être par l'opération du Saint-Esprit, je vais me trouver une vocation, je vais être trop chaud, je vais réussir à planter la perche et à sauter. Et j'y crois très très peu. Bah, ça m'intéresse de développer ce skills-là. Même si, franchement, je ne vais pas l'utiliser beaucoup dans ma vie. C'est un truc sympa en plus. Voilà, j'ai la capacité d'avoir accès à des perchistes, etc. Ils vont m'apprendre. C'est cool. J'ai pas spécialement envie de devenir perchiste, mais c'est sympa. Tu vois, on peut aller dériver sur des disciplines spécifiques comme ça, quoi. Ouais, mais tu vois, donc, alors déjà, je fais une parenthèse sur le CrossFit où tu te dis, ouais, t'es un petit peu moyen partout. Ok, je suis d'accord avec toi sur moi, j'ai adoré la philosophie du CrossFit initialement, où l'idée, justement, c'était d'être prêt à tout. Mais tu vois, aujourd'hui, malgré tout, c'est des hyper spécialistes du CrossFit. Il faut être hyper bon en haltéro et en gym, qui sont des mouvements hyper techniques et hyper difficiles. Et donc, je trouve ça très peu accessible. Mais... Non, bien sûr, mais après, mais bon, c'était une parenthèse. Si tu parles des meilleurs, évidemment, c'est des monstres. Ouais. C'est monstrueux ce qu'ils font dans tous les domaines. Et parce que c'est devenu... Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même très technique le CrossFit. Non, bien sûr, beaucoup mais plus que ce qu'on pourrait l'imaginer. Évidemment, mais t'es pas un bon haltérophile quand tu fais du CrossFit. Ok. Dans la moyenne des gens. Ouais, bien sûr. Dans la moyenne des gens. Tu vois, typiquement, moi, j'ai arraché 100 kilos. Les gens se disent, waouh, arracher 100 kilos, c'est incroyable. C'était mon objectif numéro 1 quand j'ai commencé le CrossFit. Le jour où je l'ai fait, je suis revenu directement à la réalité. En vrai, ça n'a rien de fou. Il n'y a rien d'arracher 100 kilos. Pour la majeure partie des gens, c'est exceptionnel. Mais pour les haltérophiles et les crossfitters, c'est devenu banal. Genre vraiment, c'est banal de chez banal. Donc, c'est une performance moyenne, tout simplement. Qui peut quand même être largement saluée. Mais, non, mais bien sûr. Mais tu l'as dit, oui, c'est sûr, ça dépend du référentiel. Ça dépend où tu te places. Bien sûr, ça dépend du référentiel. C'est comme si tout à l'heure, je t'ai dit que j'étais content de mon 10 km. Je l'ai couru en 43 et quelques. Vraiment, je suis content. Ça me fait plaisir. Pour moi, si un jour je passe sous les 40, et c'est possible si je me mets la détermination de le faire, franchement, sincèrement, pour moi, avec mon passif, ce serait une de mes plus grosses performances de tous les temps. Mais pour un coureur, c'est ridicule. Ouais, c'est ridicule. Je pense qu'il y en a qui atteindront jamais ça. Mais, parce qu'ils se donneront peut-être pas les moyens de le faire. Et pour passer de 0, c'est-à-dire tu courais pas du tout, à 43 minutes au 10 kills, t'as mis combien de temps? J'ai mis un peu moins d'1 an, je pense. Ouais, c'est quand même rapide. Hein. Ouais, après, c'était pas un focus de fou non plus. Je courais pas beaucoup. Hein, ouais, mais je trouve que c'est quand même rapide pour quelqu'un qui partait de 0, tu vois. Ouais, et puis en 1 an et demi, j'ai fait un semi en... Là, je suis plus satisfait, tu vois. J'ai fait un semi en 4,50 au kill. Putain, c'est joli. C'est pas mal, ouais. Je reviens malgré tout à au développement de nouveaux skills, tout en maintenant ta base. Donc, tout à l'heure, on a évoqué le fait que sur la partie force muscu, ça te fait grosso modo 3 entraînements par semaine. Ouais. Tu rajoutes à ça, si tu veux maintenir tes capacités d'endurance, c'est pareil, tu es obligé d'avoir 2-3 séances par semaine. Donc, tu es déjà à 6 séances par semaine. Comment est-ce que là-dedans,
tu arrives à implémenter le fait de développer, par exemple, je sais pas, des compétences de perchiste, de saut de MMA, de calisthénie, de street workout, enfin, j'en sais rien, tu vois, de nouvelles choses. Bah, c'était pas le focus de l'époque. Tout simplement, je m'entraînais 2 fois par jour, tu vois. Donc, Tu t'entraînes toujours 2 fois par jour? je Ok. m'entraînais actuellement, non. Actuellement, je m'entraîne, là je suis sur un autre projet, je m'entraîne entre 7 et 9 fois par semaine, parce que déjà, moi j'ai ma salle chez moi, donc ça facilite grandement les choses. Je suis à la campagne, donc si je veux aller courir, ça me prend juste 10 secondes pour être sur un endroit où il n'y a personne. Pareil pour faire du vélo. Le seul truc chiant quand tu fais du triathlon, bah, c'est la natation. Donc à l'époque, ça c'était pénible, il faut aller à la piscine et tout ça prend du temps. Mais sinon, j'ai accès quand même à quelque chose d'extrêmement simple pour m'entraîner. Je peux m'entraîner quand je veux, comme je veux, en fonction du soleil, en fonction de la nuit. Bref, je fais ce que je veux. Du coup, c'est beaucoup plus facile. Je sais que ça ne représente pas la réalité de tout le monde, donc j'ai cette chance-là. Et puis j'adore m'entraîner aussi, ça me permet de couper du taf. Et voilà, j'aime ça, donc pourquoi m'en priver. Maintenant, à l'époque, le but, c'était pas de développer d'autres capacités. Là, si je te fais le vrai focus de l'époque, c'était surtout de ne pas couler en natation. Donc en fait, mon objectif, c'était de nager le plus possible. Je nageais quasi tous les jours, au moins 5 jours sur 7. Et c'était mon objectif numéro un. Et le reste à côté, je progressais en vélo, certes, mais c'était pas mon focus numéro un. Je progressais en course à pied, c'était pas le focus numéro un. C'était vraiment de nager à fond. Ouais, donc tu modifies un petit peu aussi même ta base. En fait, moi je pensais que tu avais une base fixe Non. qui était ce qui te permettait de maintenir tes capacités physiques globales et que là-dessus tu revenais greffer de nouveaux skills que tu essaies de développer. Alors qu'en fait, tu vois ça plutôt en mode projet, c'est-à-dire je veux atteindre tel objectif, voilà mon facteur limitant. Là-dessus, je sais que j'ai plus facile à maintenir parce que j'ai déjà plus de capacités, donc je réduis le volume dessus et c'est ok quoi. Bah, c'est clairement, ça pourrait être ça, mais comme je te disais, moi je fonctionne à l'objectif. Donc si j'ai pas un objectif précis en tête avec une date butoir et un chrono ou une temporalité ou même une charge à atteindre, je vais m'entraîner parce que j'adore m'entraîner, mais ça va être beaucoup moins excitant pour moi et beaucoup plus désorganisé. Je vais vite me laisser aller, pas à pas m'entraîner, hein, mais à m'entraînouiller, quoi. Tu vois, je m'entraîne pour m'entraîner, mais c'est pas super précis. Donc moi, je fonctionne toujours avec des objectifs précis et du coup, ça me permet bah, d'orienter et de polariser mon entraînement de manière assez précise. Donc là, c'est quoi ton objectif? Actuellement, je me suis mis au sprint. Ok. Ça fait 9 mois. C'est en 9 fait, mois. Ah ouais, ouais, ça fait c'est quand même des objectifs sur des temps, hein. c'est en fait je l'ai documenté, mais j'ai pas sorti les vidéos encore. On filme toute la prépa. C'est vraiment la dernière activité où j'étais catastrophique. Genre vraiment, c'est catastrophique. Le premier 100 mètres que j'ai fait 14,40 pour te dire. C'est vraiment ridicule. À 30 ans, c'est ridicule. J'ai pas de pied, j'ai pas spécialement de capacité d'explosivité, du moins pas sur la course à pied. J'arrive pas à envoyer. Et en fait, je m'en suis rendu compte pendant ma prépa Ironman, où à un moment j'avais des intervalles assez rapides. Je devais passer sous les 4 kilos. En fait, j'arrivais pas. Et c'était pas physiologique, c'était biomécanique. Genre, c'était impossible. Tu vois. J'arrivais pas du tout à créer le pattern de mouvement pour aller sous les 4 kilos. Ou du moins, je le tenais genre 10 secondes. Et je me suis dit, mais ça n'a aucun sens. Comment c'est possible que tu puisses pas courir vite, sachant que tu es relativement fort du membre inférieur, que tu as une bonne coordination, tu vois, j'arrive à me situer dans l'espace, etc. C'est pas logique. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour pallier ça? On va faire l'inverse. Une discipline qui est pas du tout en vogue, qui est pas du tout stylée. Les gens ils regardent juste au JO pour la finale pour voir Noah Lyles ou Usain Bolt à l'époque. Vas-y, je vais faire du sprint. Donc j'ai pris un coach, un vrai coach en sprint. On s'entraîne 2 fois par semaine avec lui. Enfin, je m'entraîne 2 fois par semaine avec lui, 2 fois tout seul. Toute ma muscu elle est orientée sprint. Tout est orienté sprint. Et l'objectif c'est de faire moins de 12 secondes. Pour les sprinters, ça paraîtra ridicule encore une fois. Pour moi, ce sera bien. Mais c'est pas moins de 12 secondes à l'entraînement, c'est moins de 12 secondes en compète avec, j'en ai déjà fait, pour l'instant, je ne suis pas encore passé sous les 12, avec des mecs qui sont tous nés après 2000, malheureusement, parce que je suis vraiment le plus vieux là-dedans, et voilà, départ starting block, coup de feu, etc. On teste ça, quoi. Comment est-ce que tu arrives à te motiver pour relever un défi qui, comme tu le disais, est pas glamour sur les réseaux, tu vois, c'est peut-être pas la vidéo qui fera le plus de vues comparé à d'autres trucs qui sont plus Non, en c'est vogue, sûr, que tu détestes et qui est à l'opposé de tes capacités naturelles et de ce dans quoi tu es bon, et en plus qui prend autant de temps à développer. Parce que tu vois, à la limite, s'il y avait que 2 de ces facteurs négatifs, why not, tu vois? Mais là, tu cumules quand même les 3. C'est très long, tu détestes ça et t'es pas bon, et en plus, ben, ça intéresse pas les gens, quoi. J'exagère, je non, non, bien m'insiste, sûr, mais je pense qu'au final, ça intéressera les gens, tu oui, vois, je pense si aussi, on bien arrive sûr, à, avec tout le processus, à bien l'expliquer, mais bien sûr. je saurais pas te dire, je suis... Donc, comme je te disais, moi, je viens des arts martiaux, sport de combat, si on peut dire ça. Et mon professeur, donc, qui était mon mentor depuis tout petit, j'ai commencé très très petit.
c'était quelqu'un qui était vraiment à la dure. Je sais pas comment t'expliquer ça, mais c'est rustre, un peu, tu vois, image qu'on peut avoir Europe de l'Est. Tu vois, vraiment difficile, il faut charbonner. S'il y a un truc qui est facile dans la vie, c'est pas normal. Il faut aller sur ce qui est dur, etc. Et en fait, c'est ancré en moi. Et je sais que c'est pas forcément quelque chose que j'essaierai de transmettre aux gens parce que c'est peut-être un peu négatif dans la vie. Mais pour moi, il faut se faire du mal et c'est ma philosophie de vie. S'il n'y a pas un truc qui est painful dans ta journée, et même sur le très long terme, tu vas pas savourer le reste. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Et d'ailleurs, j'aime bien cette phrase qui dit si deux chemins s'offrent à toi, prends le plus difficile ou prends celui qui monte. C'est un peu Et bête, hein. Mais tu vois, typiquement, moi, j'ai certaines qualités justement dans les sports de combat. J'ai beaucoup de force sur le haut du corps. J'aurais pu, je pense, me spécialiser dans le développé couché. Vraiment, tu sais, ça existe, les compétitions de développé couché. J'aurais, je pense, été plutôt bon. Mais vraiment, genre, ça m'intéresse pas du tout. Parce que, en fait, je vais très vite progresser, je le sens, je le sais. Mais non, vraiment pas. Alors, les sports de combat, c'est autre chose. Je ne suis pas non plus virtuose, mais ça, c'est un autre truc. Mais vraiment, tu sais, t'as des facilités, des fois, tu pourrais appuyer dessus. Ce serait la logique, d'ailleurs, d'appuyer dessus. Moi, c'est pas mon délire. ouais, et puis je pense qu'il y a une forme de vertu à la difficulté qui est liée au biais de contraste. Mhm. Ta satisfaction, elle est d'autant plus importante déjà quand c'est difficile. Tu apprends beaucoup plus dans le processus. Et puis par ailleurs, tu vois, tu as fait le Mont Blanc là, il n'y a pas longtemps, je Ouais. crois. Je trouve que c'est quelque chose qui est très très évocateur quand tu passes comme ça la journée à faire de l'alpinisme en montagne. C'est dur physiquement, c'est parfois dur émotionnellement parce qu'il y a des moments qui peuvent être stressants, peut-être moins sur le Mont Blanc parce que c'est pas si technique que ça, mais quand même. Et t'as le manque d'oxygène, etc. Et au final, euh, par biais de contraste, quand tu finis par arriver dans le refuge après, on peut te servir. J'ai raconté 100 fois cette histoire, mais une soupe, une simple soupe, t'as Mhm. l'impression que c'est un repas de 3 étoiles, tu vois. Ouais, c'est clair. Et je trouve que ça te donne vraiment beaucoup plus de saveur aux choses. Et tu sais, on parle du luxe souvent, enfin, tu vois, et cette recherche du confort, du luxe, et on a souvent l'impression que le luxe, c'est le confort, tu vois. Alors que, en fait, il est très très accessible à tout le monde, même sans argent. Il est lié à la difficulté de ce que tu as fait avant, tu vois. Et donc, en fait, le cerveau, il donne pas une valeur intrinsèque aux choses. Il la compare par rapport à une autre, tu vois. Mhm. Et donc, si tu as passé par exemple une semaine à bivouaquer dans une tente, à pas pouvoir te laver, tu sais, moi je fais des ultra trails en autonomie dans des Ok. endroits un peu extrêmes, donc genre la jungle, le désert, etc. Motivé, Enfin, hein. je dis, je fonctionne un peu comme toi par défi. Donc là, il y avait 4 courses comme ça. Donc il y en avait une, c'était le désert, l'autre la jungle, la haute altitude, et puis la dernière, c'est le cerf polaire arctique. Et donc j'ai eu envie de faire les 4, tu vois. Donc c'est juste mon processus actuel. Et donc pendant 5 jours, en fait, donc ça fait 250 km à chaque fois. Et pendant 5 jours, c'est en autonomie, donc tu dois porter ta nourriture, ton eau, etc. Mhm. Et en réalité, enfin, ton eau, tu as quand même des ravitaillements, heureusement, parce que sinon ça ferait vraiment lourd à porter. Très compliqué. Mais la conclusion, c'est que pendant 5 jours, t'as pas de réseau, t'as pas de douche, t'as aucun confort, tu dors dans ton hamac, t'as parfois froid parce que tu essaies de minimiser le poids que tu vas devoir porter dans ton sac à dos, tu cours toute la journée, donc t'es épuisé, t'as la chaleur, etc. Et après, tu vois, le simple fait, moi aussi je prends des douches froides le matin, mais là, quand tu retrouves une simple chambre d'hôtel, ça doit être une chambre Formule 1, et tu te prends juste une douche chaude et tu te couches dans un vrai lit, Ah, c'est mais incroyable. c'est un bonheur infini, tu vois. Et donc ouais, t'en as pensé quoi du Mont Blanc? Écoute, très très dur, vraiment très très dur physiquement, pour de vrai. Au niveau danger, etc., on avait fait enfin, perception du danger, on avait fait un stage avant, et au final, on l'avait fait bien plus dur, donc franchement, ça allait. Moi, j'ai le vertige, j'aime pas spécialement les trucs où t'es dans le vide, etc. Sur le Mont Blanc, ça allait. Tu vois, il y a eu des chutes de pierre assez vénères, mais ça m'a pas. Alors, forcément, ça te stresse un peu, mais ça m'a pas perturbé plus que ça. Maintenant, physiquement, c'était vraiment extrêmement dur. J'ai jamais fait un truc aussi dur. À partir de 3000 mètres, moi, j'ai pris un coup de batte de baseball et jusqu'au bout. En fait, c'est ultra frustrant parce que je me connais maintenant sur ce genre d'effort. Je savais que j'allais finir. Je le sais, je le sens. Mais par contre, en fait, j'ai l'impression de ne pas être dans mon corps, d'être dans le corps de quelqu'un de 70 ans Ouais. qui n'a jamais fait d'activité physique. Et tu vois, tu fais des mini pas et ça avance pas et tu es quand même dans le mal. Tu es à 180 pulses, c'est horrible. Bref, c'était vraiment très très dur physiquement. Je le referai pas, clairement. Sauf si quelqu'un de très cher me demande de le faire avec lui. Mais sinon, je le referai pas. C'est stylé, hein. Les paysages sont incroyables. Il n'y a rien à dire. C'était une super aventure avec mes potes.
Mais voilà, c'est fait. Et en plus, tu dis que tu fais des petits pas, ça avance pas, etc. Et en même temps, c'est hyper dur. Et quand tu es en train de monter, tu vois pas le sommet. Donc à chaque fois, tu Non. te dis, bah tiens, après cette montée, c'est peut-être le sommet. Et puis à chaque fois, tu arrives là. Et puis en fait, tu vois qu'il y en a une autre. Et ça fait un Ouais. peu des escaliers comme ça. Moi, ça va, j'arrive à me mettre des. Justement, en fait, le fait d'avoir été très mauvais en endurance et de m'être forcé à développer ça, j'arrive à mettre des mini paliers. Hmm. Et du coup, je me dis pas, vas-y, le prochain palier, c'est le sommet, parce que je sais que c'est trop loin. Tu vois, donc, je vais me fixer, vas-y, dans 10 minutes, on sera là. Et après, il y aura 10 minutes, etc., etc. Donc là-dessus, ça allait. Et comme je te disais, c'est ça qui m'a aidé, je pense, à me dire que j'allais. Enfin, je savais que j'allais finir. La question se posait pas. Et non, c'était franchement très désagréable. Et dans le stage que tu avais fait avant, tu as eu des passages un peu plus aériens, des crêtes Ouais, ou ce genre de carrément. choses. Ouais. Et enfin, donc moi, avant de faire le Mont Blanc, j'ai fait quelques autres montagnes. Et donc, la première fois que j'ai marché comme ça sur une crête qui est très peu large avec le précipice des deux côtés, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué parce que j'avais vraiment la conscience que si je me plantais, je mourrais, quoi. Et j'avais déjà fait des choses un peu, entre guillemets, à sensation forte, tu vois, genre des sauts en parachute, de la course automobile sur circuit, ce genre de choses. Et tu sais que potentiellement c'est dangereux, mais ça reste théorique. Tandis que là, physiquement, visuellement, viscéralement, tu le ressens, tu le vois. Et pour moi, ça m'a vraiment fait un shift mental. Tu sais, il y a cette phrase de développement personnel qui dit ta vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Ben, il y a vraiment un truc qui s'est passé pour Ok. moi d'un point de vue intellectuel à ce moment-là. T'as ressenti quelque chose un peu comme ça? J'ai pas ressenti ça, mais c'est très, très intéressant. Ce que j'ai ressenti, en vrai, j'étais concentré sur ce que nous disaient les guides. Et je me suis dit, mais tu vois, en vrai, tu marches sur un truc qui est très aérien. Certes, c'est très aérien, mais au pire, ça fait quoi? 40 centimètres de large, dans l'idée. Si tu marches là, tout de suite, on se lève, on marche sur 40 centimètres de large, jamais je vais dépasser de la ligne. Pourquoi là-haut, comme par hasard, mon pied il irait d'un côté ou de l'autre? Il n'y a pas de logique. Même s'il y a des cailloux, etc., il n'y a pas de logique. Donc, fais ce que le guide te dit, écoute, et je vais pas me dire, ouais, si je tombe, je suis mort, parce que là, je vais me dire, mais qu'est-ce que je fous là? Alors que c'est moi qui ai cherché, au final, à aller à cet endroit-là, pour justement vaincre cette peur du vide. Mais non, je suis resté concentré. Des petits moments de stress, évidemment, il y en a eu, hein, c'est tout à fait logique. Mais pas de là à rester bloqué. Même si à un moment, j'étais sur un dévers, c'était vraiment chaud dans mes souvenirs. Je me suis dit, bah, refais le focus sur des choses simples, écoute ce qu'il te dit, fais ce qu'il te dit, même si ça te paraît pas logique. Va mettre la main à cet endroit-là, va mettre le pied à cet endroit-là. Et après, ça passe, hein. Et alors, t'as vaincu ta peur du vide? Je pense pas. Je pense pas, mais je me suis prouvé que je pouvais faire des trucs très aériens, ouais, ça c'est sûr. Ce que je trouve intéressant dans ton profil, c'est que tu vois, au final, là, tu te dis, ouais, j'ai la peur du vide, bah tiens, paf, je vais aller faire de l'alpinisme, je suis nul en sprint, paf, je vais faire des sprints. J'ai l'impression que, tu vois, c'est Nicolas Aignan que j'ai reçu sur ce podcast, j'aimais bien aussi cette vision-là, où il disait, je vois mes peurs comme le fléchage vers l'étape d'après, tu vois. Et à chaque fois, bon, bah voilà, j'ai une peur, je sais que c'est vers ça que je vais aller, donc il le voit vraiment comme le guide de sa vie, tu vois. Toute sa vie, elle est drivée par j'essaie de trouver ce qui me fait peur et je vais aller le faire. Et donc je vais dissoudre cette peur. Et donc il le voit un peu comme un jeu vidéo. Et à chaque fois, la peur, il y a le boss final à la fin, tu vois, qu'il doit battre. Et après, une fois qu'elle est dissoute, bah, c'est fini. Et puis il passe à la suivante, quoi. Non, c'est très intéressant. Ouais, ça peut être un peu ce genre de mentalité. Maintenant, je pense que c'est un truc un peu sans fin en soi. Et c'est ce que tu ressens. Enfin, tu me diras si toi, tu as ressenti ça. Mais généralement, quand je finis un objectif, j'ai un peu un vide après. J'ai clairement un vide après. Et je suis même pas spécialement satisfait. Tu vois, on finit l'Ironman Ouais. 73. Alors, surtout la natation, parce que c'est un truc qui me posait plus de problèmes. Je savais qu'après, ça allait se faire. Je fais un temps qui est très correct. Je passe la ligne d'arrivée. Ok. Bah, je suis toujours la même personne. Rien n'a changé en soi. Le parcours était cool. Le parcours était très intéressant. Maintenant, l'épreuve en elle-même, c'est passé archi vite. J'étais concentré. Est-ce que je vais mettre ma médaille de finisher? Jamais de la vie. Parce que moi, c'est pas mon délire. Est-ce que ça a changé quelque chose? Pff, en soi, non. Pareil, on fait le Mont Blanc. Est-ce que ça a changé quelque chose? Bah, je suis monté sur le Mont Blanc. C'était cool. Est-ce que je le referais? Là, pour le coup, non. Parce que j'ai pas apprécié plus que ça, entre guillemets. Du moins, la balance appréciation, difficulté n'était pas forcément positive. Mais tu vois, tu as un peu ce truc, ok, c'est fait, maintenant il y a quoi? Et je pense que c'est un peu un cercle vicieux, pour le coup, même si ça te pousse à t'améliorer, à être une meilleure version de toi-même, on peut dire ce qu'on veut, développement personnel, patati patata. Oui, certes, mais je pense que c'est important quand même de se satisfaire des choses simples pour justement mettre du contraste avec ça, ne pas forcément aller chercher toujours plus compliqué, plus extrême,
pour se dire ah ok, là j'ai enfin atteint ce que je veux. Je voyais, je parlais hier avec mon associé d'un gars qui fait du, comment il appelle ça? Du DK Ironman, si je dis pas de bêtises. Ils font une dizaine d'Ironman à suivre. Pourquoi en fait? Toujours la surenchère. Pourquoi? Ouais, je pense qu'on a des profils assez dopaminergiques. La dopamine, c'est vraiment ce neurotransmetteur qui nous donne de la motivation, qui nous pousse à conquérir des sommets, à se lancer dans des projets, à être dans l'extéroception, beaucoup plus que dans l'interoception, le système here and now, vraiment contempler, ressentir ses émotions, etc. Et donc, je suis un peu comme toi, et ma femme m'aide beaucoup parce qu'elle a un système qui est un peu opposé au mien. Et donc, j'ai tendance à dire qu'on se complète hyper bien parce que moi, je suis l'espèce de tornade qui lui donne envie d'aller conquérir des sommets. Et elle est les pieds sur terre qui me permet de profiter du chemin. Et justement, de pas arriver au sommet et de me dire, il est où le prochain, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que j'ai découvert justement dans ces aventures un peu que je fais là, ces ultra trails en étapes, c'est que le fait que ce soit dans des temps longs, outre la performance physique, mentale, etc., il y a un voyage intérieur qui se crée, même un état de conscience modifié, tu vois, qui est lié, je pense, à plusieurs choses. Déjà, la fatigue. La fatigue, ça réduit la prévalence du mental au profit de tes ressentis, tes émotions, etc. L'absence de bruit. Quand je parle de bruit, c'est pas le bruit auditif, mais plutôt le bruit lié au travail, aux responsabilités, aux mails. Il n'y a pas de WhatsApp, il n'y a pas de truc téléphone, ni rien, il n'y a pas de télé. C'est cette confrontation aussi à une forme d'inconfort primal qui te reconnecte un peu à des espèces d'instincts naturels, tu vois. Et donc souvent, tu vois, tu me dis, j'arrive à la ligne d'arrivée, ok, je suis toujours le même. Là, j'arrive à la ligne d'arrivée, je suis plus tout à fait le même, tu vois. Ok. Et c'est souvent des trucs aussi qui m'aident à Bah t'as trouvé le truc quoi. distinguer ce qui est important de ce qui est secondaire dans ma vie, ce à quoi j'ai envie de dédier mon énergie. Ça m'aide aussi à avoir des compréhensions sur moi-même, sur mon fonctionnement, sur ce que... Ouais, sur pas mal de choses. Et donc, au final, ça me nourrit de façon assez 360. Bah, clairement. Donc ouais, c'est peut-être pour ça que ça me plaît. Alors que comme toi, je détestais courir initialement. D'ailleurs, je déteste toujours. Et quand tu me parles d'un record sur 10 km, je me dis, putain, ça m'est déjà arrivé une fois, mais tenir cette intensité-là pendant ce temps-là, je trouve ça absolument affreux. Et puis, sur des efforts plus longs qui sont certes moins intenses, la redondance de la course sur route et maintenir la même allure, tu vois, pendant plus de 3 heures, je trouve ça, j'ai beaucoup de mal. Tandis que le trail, au final, tu as beaucoup de variations d'allure. Tu vois, ça monte, ça descend, etc. Donc, tu as beaucoup de variations d'intensité, même visuellement. Et je trouve que c'est beaucoup moins redondant intellectuellement parlant. Et c'est marrant, tu vois, je vais avoir beaucoup plus facile parfois, juste sur des parcours un peu vallonnés, où ça monte pas trop, ce qui fait que tu peux continuer à courir dans les montées. Et ça descend pas trop, ce qui fait que tu peux bien envoyer. C'est pas trop technique, je veux dire, tu peux bien envoyer sur les descentes. Je regarde mes moyennes au kilomètre. J'arrive à être plus rapide Que sur du plat. que sur du plat, tout simplement parce que psychologiquement. Tu t'ennuies moins quoi. Exactement. Ouais. Mais ça paraît logique. Après, tu vois, vraiment 5, 10 et même semi et marathon pour ceux qui courent très vite. C'est vraiment des trucs où tu sais si tu t'es bien entraîné, tu as travaillé tes allures, tu sais si tu vas tenir ou pas. Sauf si tu es dans un mauvais jour vraiment que tu n'as pas de chance ou autre. Et en fait, c'est juste une lutte contre toi-même pour pas craquer. Ouais. Et parce que c'est toujours la même chose, c'est une lutte hyper longue. Regarde, Nicolas Sepiès, par exemple, je l'ai reçu sur ce podcast, il a fait 2h30, 31 ou 32 au marathon. Okay. Maintenir cette allure, cette vitesse, avec cette intensité pendant aussi longtemps, waouh. Après, j'ai l'impression, c'est ce que je dis souvent, mais j'ai pas le niveau pour savoir si c'est vrai d'un point de vue ressenti, que plus t'es nul, plus c'est long et plus c'est difficile quand même. Ouais, c'est pas faux. Parce que tu vois, au final, lui, 2h30, c'est incroyable, tu vois, sur marathon, c'est très stylé, mais imagine quelqu'un qui fait un semi, donc qui potentiellement a une intensité relative plus élevée que sur marathon, et qui est nul, et qui va le faire genre en 2h20, 2h30. Bah, c'est encore plus pénible pour lui, tu vois ce que je veux dire ? Parce que l'intensité est plus haute relativement parlant. Bon, et puis dure plus longtemps, enfin oui. Tu vois, et ça dure le même temps au final. Oui, du coup. Évidemment, c'est théorique, hein, mais tu vois, j'ai un peu cette vision-là que plus t'es rapide, moins tu souffres longtemps en fait, parce que la souffrance c'est la même au final. Ouais. Bah tu vois là d'ailleurs dans les courses que je faisais, que je fais là, les ultra trails dont je te parle, il y en a qui mettent, je sais pas, sur les étapes 3 heures, 4 heures de plus, et donc en fait, d'une part ils ont été beaucoup plus longtemps dans l'effort, mais en plus
ils ont beaucoup moins de temps pour Bah oui. récupérer, tu vois. Moi, genre, j'arrive à 16h, j'ai le temps de monter mon camp, de faire un premier repas, puis un deuxième plus tard, de me reposer, etc. Eux, ils arrivent, il est 20h, tout est couché, ils sont là avec leur frontal en train d'essayer de mettre leur hamac, ils ont à Bah, peine le temps de c'est manger. Enfin, et je me dis, l'expérience, elle doit être complètement différente pour eux, quoi. c'est comme dans la vie, dans ce monde capitaliste. Plus t'es riche, et plus t'es pauvre. Hein. Et d'un autre côté, tu vois, on peut faire un parallèle avec la fatigue et l'énergie. Moi, je remarque que plus j'en fais, plus j'ai l'impression d'être capable d'en faire, comme si mes mitochondries devenaient vraiment plus efficaces dans le côté sportif, mais même dans ma vie de façon générale. Ok. Et à l'inverse, et d'ailleurs, Guillaume Millet l'a assez bien modélisé en disant, bah, si tu es fatigué, en fait, la meilleure chose à faire, c'est d'aller courir, tu vois. Alors que ça paraît contre-intuitif, mais si tu te reposes plus, tu as tendance à être de plus en plus fatigué, quoi. Je pense que oui, pour une certaine tranche de la population, si toi, tu es sur une semaine d'entraînement classique et que tu es fatigué, il faut pas que tu ailles courir plus. Oui, Tu bon, vois. oui. Tu vois, encore une fois, tout est question de contexte, mais j'entends ce qu'il veut dire, bien sûr. Et je trouve que c'est un côté assez addictif. Tu vois, moi, j'ai pas toujours fait beaucoup de sport, etc. Donc, j'ai pas développé ces capacités étant jeune de la même façon que d'autres. Et fut un temps, par rapport à mon référentiel, courir 1 kilomètre, si je courais un quart d'heure, tu vois, déjà, j'avais l'impression. Je me souviens, la première fois que je me suis mis à courir, j'ai couru un quart d'heure, j'étais trop fier de moi. J'avais l'impression d'avoir fait un truc de fou, tu vois. Et puis, j'allais parfois faire un peu de paddle aussi. Et genre, je faisais une demi-heure de paddle. Je me disais, waouh, j'ai fait du sport et tout. Je me regardais dans la glace, j'avais l'impression que mes pecs, ils avaient travaillé, tu vois. Est-ce que tu repenses à ce toi d'avant de temps en temps quand tu fais tes ultra-trails, par exemple? Bah, c'est ça qui est dingue, c'est que en fait, comme c'est des petits pas incrémentaux, tu t'en rends pas forcément compte sur le moment. Mais après, quand tu regardes le chemin parcouru en 10 ans, je me dis, waouh, mais que ce soit sur l'endurance ou même la force, etc. Tu vois, je faisais 70 kilos avant, j'étais pas du tout musclé. Alors, je dis pas que je le suis de façon extrême maintenant, mais beaucoup plus quand même. Et c'est vrai qu'on sous-estime toujours ce qu'on est capable de faire sur 10 ans, tu vois. Et en fait, juste en étant régulier, tu arrives à take off et à changer complètement ton statut, quoi. Bah, clairement, c'est la régularité qui fait le produit final et qui fait voilà, toute cette adaptation, cette progression. Et il n'y a pas de recette miracle en vrai. Si, la recette miracle, c'est d'en faire un peu tous les jours. Ouais, mais c'est long et c'est chiant. C'est long et c'est chiant, mais en même temps, c'est dans le processus, c'est dans le chemin qu'on trouve l'épanouissement. Ouais, mais il y a des gens, ça leur plaît pas, tu vois. Donc, faut trouver, en fait, faut trouver ce qui est faisable pour vous et il faut commencer petit, je pense. Bon, et justement, en parlant de régularité, tu parlais de tes douches froides tout à l'heure que Mhm. tu prends le matin. Tu t'es amusé pendant quoi, 60 jours de faire des bains froids tous les jours? Ouais, Euh, 62 jours exactement, 2 mois quoi. bon, je suis désolé, je sais pas si tu accepteras de spoiler la vidéo. La vidéo vaut C'est vraiment le coup. pas de problème. Mais je trouve que c'est. En fait, si tu veux, la littérature scientifique sur le froid, elle est tellement polymorphe déjà selon ce que tu cherches à observer. Est-ce que tu cherches à regarder sa capacité à réduire à améliorer la récupération? Donc certes, ça diminue l'inflammation, donc potentiellement tu récupères mieux. Mais on sait que l'inflammation, elle est utile aux adaptations sportives. Donc au final, il y a eu des études qui ont dit, bah non, finalement, c'est pas une bonne idée parce qu'il faut de l'inflammation et c'est comme ça qu'on s'adapte. Mais si tu regardes ça sous un prisme par exemple, d'activation de certains messagers cellulaires, des sirtuines, etc., qui peuvent avoir des intérêts pour la longévité, et ben là, tu vois, ça peut avoir de nouveau des bénéfices. Enfin bref, en fait, selon ce que tu regardes, et peut-être une forme de biais de confirmation de est-ce que tu es convaincu ou pas par le truc, Évidemment. tu peux trouver autant d'arguments qui vont te dire les bains froids, c'est génial et c'est un game changer et tu dois absolument en faire, versus bah non, c'est complètement surcoté, c'est un truc de biohacker et on le jette à la poubelle. Et toi, je sais que tu as étudié la littérature scientifique, mais tu t'es surtout amusé à tester réellement dans ton quotidien et surtout, tu l'as documenté avec tes ressentis, puis des analyses de sang avant et après hyper poussées. Donc, j'ai beaucoup aimé, tu vois, cette démarche. Et même si je suis d'accord avec toi, tu vas me dire, oui, mais attends, là, on parle d'un individu, c'est pas reproductible, etc. Pour autant, c'est concret, tu vois. Contrairement à toutes ces études où tu sais jamais dans quel contexte elles ont été faites, ce qu'on a vraiment observé, la façon dont les gens l'ont fait, quel état d'esprit ils avaient, etc. Moi, je te connais, j'étais là en face de moi, tu l'as montré en plus chaque étape dans ta vidéo. Donc, qu'est-ce que tu as découvert? Alors, j'ai découvert pas mal de choses que je savais déjà d'un point de vue ressenti. C'est que tu t'adaptes vite. Voilà, tu vois, au début, c'était vraiment désagréable. Et puis après, c'est devenu rien, quoi. Vraiment, ça me faisait rien. Et le truc qui m'a le plus perturbé, ça peut paraître bizarre, et c'est pas le truc qui a choqué les gens, c'est qu'au début, j'étais très rouge en sortant, comme quand tu sors d'un bain froid, et à la fin, plus du tout. Et ça, c'est vraiment un truc que je peux pas contrôler. Je peux pas me dire, vas-y, je vais pas être rouge. Je peux pas le tricher. Et j'ai pas d'explication.
à ça, j'ai pas trouvé d'explication tangible. Tu penses Pour pas le que coup. ça peut être lié justement peut-être à une sorte de capacité des capillaires à être un petit peu plus Possiblement, flexible, ouais. tu vois? On pourrait voir ça, parce qu'au final, tu as une vasoconstriction à chaque fois que tu vas dans l'eau, et puis après une vasodilatation. On pourrait imaginer une espèce de musculation des vaisseaux C'est sanguins qui possible, deviennent de il plus en s'adapte. plus efficaces. Ouais, avec un barreau-réflexe et tout, c'est possible. Pourquoi pas. Donc ça, et au début, j'étais un peu dans le brouillard quand même. Ça me fatiguait un peu sur les premières semaines. Et après, ça s'est estompé. Euh, cette espèce de brouillard un peu que j'avais le matin, là. Et en fait, j'ai volontairement décidé de le faire à des moments différents de la journée. Pour essayer de voilà, chanter le fait que si je le faisais le matin, bah, ça donnait des confirmations sur le fait de le faire le matin. Si je le faisais le soir, ça donnait des confirmations sur le fait de faire le soir. Donc j'ai essayé de mixer ça. Et au final, j'ai eu un. Je pense que le truc central, c'est quand même le boost de mon sommeil, de la qualité de mon sommeil. Pas de la durée, mais de la qualité. Et l'augmentation de ma VFC, donc la variabilité de ma fréquence cardiaque, qui, je pense, a permis une amélioration de ma synthèse de testostérone, parce que plus reposé, sûrement. La diminution de l'inflammation, ça c'est juste logique en soi. La CRP a baissé. Il n'y a pas que la CRP qui a baissé, parce que le LDL oxydé a baissé aussi. Donc ça reste. Tout va dans le sens d'une baisse de l'inflammation générale. LDL oxydé, pour ceux qui ne savent pas, c'est les triglycérides libres, on va dire, dans le sang. Voilà, le cholestérol, entre guillemets. S'il est oxydé, c'est signe. Enfin, entre guillemets, c'est corrélé à l'inflammation générale, pour faire très simple. Oui, et puis pour la parenthèse, le LDL, on a tendance à dire que c'est le mauvais cholestérol, et en fait, il pose vraiment un problème que quand il est oxydé, et c'est à partir de Exactement. ce moment-là où c'est un marqueur de risque cardiaque. C'est ça. Donc, typiquement, le fait de diminuer ton LDL oxydé, ça réduit tes risques Très cardiovasculaires. intéressant du coup. Et la dopamine qui a augmenté. Bon, elle était déjà très haute, visiblement, de par ton fonctionnement. Non, je te Ouais, taquine, mais peut-être même pas. Il faudrait regarder les valeurs, voir si j'étais pas un petit peu bas. C'est possible que ça ait été biaisé par d'autres choses, évidemment. C'est ce que tu Non, non, mais disais je tout à l'heure. Et du coup, je pense que le vrai plus, c'est que ça a amélioré mon sommeil. Mais je pense qu'il y a eu un effet d'adaptation à la fin. Si j'avais poussé plus longtemps, après, on ne le saura pas parce que je ne l'ai pas fait. Mais je pense que les valeurs à 2 mois et à 3 mois n'auraient pas été si différentes. Ok, pourtant, enfin, quand on voit, tu vois, les améliorations, donc c'est vrai qu'on peut imaginer le fait que tu améliores ton sommeil, ta VFC. Potentiellement, on sait que l'hormone de croissance, par exemple, elle est surtout sécrétée la nuit, donc parce que tu parlais de la synthèse de testostérone. Enfin, tout ça peut être lié à cette amélioration de ton sommeil. Clairement. Malgré les bienfaits que tu as pu remarquer et mesurer, pourquoi est-ce que tu n'as pas continué? Alors, j'ai pas continué parce que je me suis dit, bah, je vais faire une pause déjà parce que c'était chiant à faire. En soi, j'essayais de pas le faire après l'entraînement parce que je suis persuadé que pour le coup, directement après l'entraînement, c'est dommage. C'est pas grave, mais c'est dommage. Du Ouais, coup, on conseille à peu près 6 heures. ouais, dans l'idée. Du coup, c'était quand même une sacrée organisation. Et puis après, j'étais tout simplement beaucoup en déplacement. Donc, j'ai coupé pendant une semaine. J'ai les flemmes, j'arrête. J'ai repris un peu en août. Là, en septembre, j'étais pas du tout chez moi, donc du coup, c'était compliqué. Et là, je vais reprendre parce qu'il commence à faire froid. Et je veux le faire quand il fait froid. Maintenant, je l'ai mis dehors. Je veux voir ce que ça fait quand il fait froid. Sachant que la dernière fois que je l'ai fait, j'en ai fait il y a une semaine. J'ai fait 12 degrés, c'était très désagréable. Alors que 12 degrés il y a 3 mois pendant la vidéo, là, 3-4 mois, j'aurais pu rester 1 heure dedans, quoi. Et là, c'était vraiment désagréable. Donc, je pense qu'il faut que je me réadapte. Et pourquoi pas, j'en discutais avec Christophe Cario, lui, il fonctionne comme ça là-dessus, faire des cycles, en fait. Hmm. Tu vois, peut-être 2 mois par-ci, 2 mois par-là, etc. Quand je ressens le besoin, si je sens que je dors un peu moins bien, ça peut me mettre un petit boost. Je sais vraiment que quand je le fais fin de journée, pas en soirée, sur des périodes où je suis fatigué, la nuit qui suit, elle va être vraiment beaucoup mieux. Hmm. Puis peut-être c'est peut-être plus logique en soi de le faire aussi en hiver où naturellement tu dois t'adapter au froid. Ouais. Et dans les adaptations peut-être plus psychologiques, je trouve que le froid c'est un outil extrêmement puissant justement pour apprendre à trouver du confort dans Bien l'inconfort, sûr. gérer ton stress entre guillemets avec la respiration. Je pense que les premières fois que tu vas dans un bain qui est vraiment froid, tu as toujours cette tendance à ressentir ça comme une agression et à rentrer en hyperventilation. Et là, tu t'aperçois qu'en allongeant l'expiration, tu peux vraiment prendre le contrôle physiologique de ton système nerveux sympathique pour passer en parasympathique. Et donc ça, déjà, c'est un shift et une compréhension, je trouve, par le rétrofeedback qui est transférable dans plein de choses. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'après, avec le temps,
Enfin, moi, tu vois, quand je vais j'habite à Évian, et donc j'avais le lac juste en bas de chez moi, et donc j'y vais en hiver, et l'eau, elle est à 6 degrés, et il y a les Magnifique. montagnes enneigées, etc. C'est magnifique. Et en fait, maintenant, c'est même plus un stress. Enfin, c'est un stress dans le sens où ça peut sembler désagréable, mais même pas. En fait, je ressens plutôt un état méditatif, de calme, vraiment, enfin, de calme. Pour moi, c'est très, très méditatif. Tu vois, je me sens bien, tu vois. Mm. Même si tu as toujours cette espèce de côté mental où tu te dis eh, putain, je dois partir dehors, passer dehors, être nu et il fait froid, etc. Tu as toujours un peu ton cerveau qui essaie de se chercher des excuses. Mais après, voilà, j'ai vraiment trouvé du confort dans l'inconfort, quoi. Je comprends, c'est pour ça que c'est un. Il y a eu pas mal d'études aussi qui ont été faites sur la dépression et les syndromes dépressifs, et ça a de bons effets, parce que tu te prouves que tu es capable de, et puis petit à petit, tu apprécies même l'inconfort. Tu vois, on pourrait faire le parallèle avec l'activité physique, au début c'est désagréable, et puis petit à petit tu te rends compte des bénéfices quand même, et tu peux plus t'en passer. Voilà, c'est un peu la même chose, et moi j'aime bien, chez moi, tous les gens qui viennent, limite je les force à faire un bain froid, et je regarde leur réaction. Et ça me fait rire à chaque fois parce que c'est souvent pareil, une agression, effectivement. Et quand tu leur donnes les bonnes consignes, après, ça se passe bien. Mm. Il y a une autre expérience que tu as faite d'un autre chouchou des biohackers qui Mhm. sont les panneaux de Ouais, lumière rouge, proche infrarouge. Alors là, pour le coup, je trouve que la littérature scientifique sur le sujet, elle est pléthorique. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'études qui semblent montrer des bénéfices de la lumière rouge. D'un autre côté, il y a quand même un ressenti physique qui est plus difficile à mesurer. clairement. Tu vois, c'est un peu comme la neuroposturo, c'est pire même que la Mhm. neuroposturo sur le sujet, où je trouve que parfois il manque d'un étalon et c'est difficile de vraiment objectiver le truc. Comment est-ce que tu as mené ce test et qu'est-ce que tu en as conclu? Bah, déjà, cette vidéo, je suis pas spécialement satisfait, tu vois. Je pense qu'on aurait pu bien mieux la faire. On n'a pas traqué assez de choses. C'était pas assez précis. J'étais moi-même pas assez précis sur le protocole que j'ai mis en place. Euh, je pense que je vais la refaire mieux. Dans mes souvenirs, je le faisais le soir, si je dis pas de bêtises. C'est peut-être pas le meilleur moment, quoique, en fait, tu as beaucoup d'avis différents là-dessus. Sachant que normalement, le soir, tu es plus avec une lumière chaude, etc., loin d'être une lumière blanche. Donc, justement, peut-être que le rouge, c'était pas si bête pour calmer un petit peu l'excitation de la journée. Tu en as d'autres qui vont dire que c'est plus intéressant le matin. Franchement, c'est difficile. En fait, tu l'as aux deux moments, Ouais. au lever du soleil et au coucher du soleil, naturellement, parce que au final, on reproduit un phénomène naturel. Ouais. Et donc, le spectre lumineux riche en lumière rouge, proche infrarouge, tu l'as le matin et le soir. Donc, je pense que les deux en soi. Se, se valent bien. Je ressentais, tu vois, un peu d'apaisement après, mais ça veut tellement rien dire parce qu'en fait, je restais devant à rien faire, donc forcément, bah, tu te fais chier, tu médites un peu ou autre. Donc, non, franchement, j'étais pas super satisfait. Ce qu'on a traqué, c'était juste le sommeil avec la bague et mes perfs et mes sensations, tu vois, mais c'était pas non plus fou. Donc, en vrai, j'ai pas spécialement d'avis dessus. J'ai arrêté d'en faire. Peut-être que je vais reprendre. Faut que je y réfléchisse. Mais oui, la littérature est très solide pour le coup là-dessus. Ouais, la littérature est très solide et en même temps, tu vois, je sais pas, enfin, le renouvellement, la régénération entre guillemets des tissus et tubes, c'est difficile à le mesurer, quoi. C'est compliqué, faudrait essayer de voir ce qu'on peut mesurer au niveau des mitochondries surtout. Parce que Ouais, bon, c'est oui, c'est ce ça, sur quoi ça semble jouer le bien plus. sûr. Donc à voir ce que tu peux traquer là-dessus. Je sais pas, faudrait que je réfléchisse à un protocole, mais je pense qu'il y a un truc sympa à faire. Je vais y retourner, je pense. Bon, bah écoute, ça m'intéresse. Il faudra s'abonner à ta chaîne pour voir cette super vidéo et savoir si oui ou non ça vaut le coup de mettre 800 balles dans un panneau Clairement, ouais. rouge proche infrarouge. Moins cher que les bains froids, mais Ça pourquoi dépend pas. comment tu fais tes bains froids. Ça dépend, mais toi, tu as accès à un lac facilement. Ouais, enfin, Tout le monde ceci n'a étant, pas. maintenant je déménage dans la montagne, mais j'aurai des rivières. La rivière, ça passe plus chiant. Ouais, c'est vrai que l'eau en mouvement est beaucoup Ah, plus c'est plus difficile. désagréable aussi, ouais. Plus pénible d'approche si t'as les cailloux et tout, et plus désagréable. Ouais. Après, ça change, hein. Euh, pour terminer plus ou moins, j'ai plus ou moins parce que j'ai une petite question à la fin que je pose toujours, mais ma maman, elle a 65 ans. Ok. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil de longévité à lui donner pour essayer d'entretenir un peu son autonomie, les capacités de son corps, etc. Ça va être vraiment très simple parce qu'en plus, c'est une femme, donc c'est encore plus facile de faire du renforcement musculaire avec des charges externes, vraiment. Donc, du poids. Très très important pour l'ostéoporose, pour le risque de chute.
Pour tout ce qui touche la femme de 65 ans, franchement, c'est vraiment la base. Donc c'est l'activité physique reine, je pense, à cet âge-là, sincèrement. Et pourquoi tu dis c'est une femme, donc c'est encore plus facile? Ça aurait été un homme, t'aurais dit quoi? Alors, ça aurait été un homme, j'aurais dit la même chose, mais pour une femme, les bénéfices sont encore plus importants avec l'ostéoporose, justement. Ok. Tu vois, l'homme a moins d'ostéoporose, c'est comme ça, c'est hormonal. Donc c'est vraiment très clair pour les femmes. Ok. Et vis-à-vis tu vois, des douleurs que tu peux avoir, genre de dos, etc. Il faut adapter la pratique, pour le coup. Et après, si elle a des douleurs, il faut essayer de trouver la cause. Essayer de trouver ce qui modifie les symptômes. Il y a pas mal de choses en soi qui peuvent être testées. Pour ça, il faut trouver un bon kiné, hein, tout simplement. Comment on trouve un bon kiné? Comment on trouve un bon kiné? Faut toujours que je fasse attention à ce que je dise là-dessus parce que nous, on a quand même un code déontologique assez complexe, même si les gens savent de quoi je suis convaincu, mais je vais faire gaffe à ce que je dis. Un bon kiné, déjà, c'est un kiné qui te fait un bilan pendant la première séance ou la deuxième, si jamais le bilan nécessite plus de temps, et souvent ça nécessite plus de temps, parce que les kinés sont très mal rémunérés, du coup ils ne peuvent pas faire des séances à rallonge. Donc un bilan qui te pose des questions, qui s'intéresse à ta problématique, qui essaie de trouver des solutions, et pas qui te propose un truc, allez tiens, fais ça, et terminé bonsoir, alors qu'il n'a pas pris le temps de réfléchir en amont sur ton problème, parce que tu es unique, comme n'importe quel être humain, et ta problématique est unique, et nécessite potentiellement un traitement qui sera semblable à celui de ton voisin, mais pas exactement pareil, parce que ta problématique, elle est spécifique à toi et à ton contexte. Donc, c'est déjà quelqu'un qui t'écoute et qui te fait un bilan, c'est super important. Et après, voilà, l'utilisation des outils thérapeutiques en termes de kinésithérapie est très large. Il y a plein de choses qui sont intéressantes. Tu ne peux pas juger sur telle ou telle manière de faire. On juge surtout sur est-ce que la personne elle a fait un bilan précis et elle s'est intéressée au problème pour trouver la cause, quoi. Est-ce que tu penses qu'on peut être un bon kiné en étant conventionné? Oui, bien sûr. Ouais. Parce qu'au final, quoi, tu gagnes 16 euros Ouais, un peu par plus de patient, 16 comme euros. ça. Ouais. Voilà, donc comment est-ce que tu peux, avec si peu, passer du temps à faire un bilan, à discuter avec le patient, etc. Tu vis modestement à côté et tu es satisfait de cette rémunération, mais tu peux être un très bon kiné en étant conventionné. Ça ne change pas tes qualités intrinsèques et tes qualités de kiné, tes qualités de prise en charge. Mais sur le long terme, tu vas t'épuiser, ça c'est certain, par contre. Non, mais enfin, j'ai l'impression, tu vois, que attention à ce que je dis, je suis pas du tout dans la profession, etc. Mais que, Non, mais toi, tu peux dire ce que tu veux, du coup. non, oui, mais peut-être que même toi, tu pourrais mal le percevoir, mais que l'essor de l'ostéopathie Ouais. vient aussi du fait que ça leur a permis de proposer une alternative, justement pour des kinés qui voulaient passer plus de temps, etc., vendre des séances plus chères, mais plus justifiées aussi. Tu parles des kinés qui font de l'ostéo? Ouais, Ok. que ça leur a permis, justement, parce que si tu veux, en fait, sinon, enfin, quelqu'un qui va chez le kiné, il a l'habitude que ce soit gratuit, etc. Tandis que comme l'ostéo a créé un référentiel de toute façon c'est payant, les gens sont habitués à payer pour ça. Et au final, ils utilisent des outils de kiné ou d'ostéo, limite on s'en fiche, mais ça leur donne plus de perspective et de temps pour faire des choses plus concrètes. Pas forcément plus concrète, parce que tu as des kinés conventionnés qui prennent les patients qu'une demi-heure, c'est déjà bien, mais et qui font des choses plus concrètes et plus efficaces qu'un ostéo pourrait faire en 1 heure ou qu'un kiné ostéo pourrait faire en 1 heure. C'est pas forcément le temps, tu vois, qui joue, même si ça reste quand même important, il faut pas bâcler les prises en charge, mais c'est surtout la réflexion que tu vas avoir derrière et l'énergie que tu y mets. Et si tu mets une énergie de fou à chaque séance pour 16 euros, c'est pas possible sur le long terme. C'est juste ça le problème, mais ça n'enlève pas ta qualité. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste que c'est pas tenable et c'est pas faire. Ouais, mais au bout d'un moment, enfin, donc t'arrêtes ou tu changes. Ouais, de toute façon, le système va s'écrouler, donc ils seront bien obligés. Et si on veut se faire bilanter par toi et avoir un programme personnalisé, ça coûte combien? Ça dépend, ça dépend de l'objectif. Moi, actuellement, je prends plus personne, malheureusement. Je prends vraiment des cas particuliers parce que j'ai plus beaucoup de temps. Maintenant, nous, on a une grosse équipe quand même. Sur Training Therapy, on est une bonne dizaine à faire des bilans et des suivis. Donc, tout simplement, sur notre site, tu peux trouver ça. Si c'est juste de la mobilité, je voudrais pas dire de bêtises, il me semble que c'est 189 euros. Et si c'est vraiment de la réhab, c'est 260 le mois. Sachant que généralement, en 3 mois, tu vois, tu autonomises bien la personne et qu'après, ça roule tranquille, quoi. Donc sur la mobilité, je fais mon bilan, j'ai mon programme personnalisé et en 3 mois, j'arrive à développer un capital qui est plutôt cool et d'être autonome. Ça dépend de tes restrictions. Mais en tout cas d'être plus autonome. T'as compris ta problématique, t'as compris ce qui fonctionnait pas, et t'as compris là où il fallait aller, et on t'a expliqué la progressivité des choses, donc tu peux t'en sortir tout seul
Et donc, je sais que tu vas me dire que c'est contextuel, mais de ton expérience, il faut y consacrer combien de temps? Parce que j'imagine qu'on a tous des restrictions, tu vois. Donc, voilà, je viens faire un bilan, j'ai mon programme, il faut que je sois prêt à y consacrer combien de temps par semaine? Tu me parles de mobilité? Ouais. Par semaine. Par semaine, je te dirais. euh, Je fais le calcul dans ma tête. Pour moi, c'est au moins, si tu veux vraiment progresser, hein, au moins une demi-heure par jour. Ok. Donc, on va être aux alentours des 3 heures, quoi. Ok. 3 heures pendant potentiellement 3 mois. Ouais. Et après, en entretien, 10 minutes par jour. En entretien, peut-être même pas en fait, parce que peut-être que ta pratique sportive va entretenir tout simplement et que tu auras trouvé 2, 3 exercices qui te font des rappels qui fonctionnent très bien. Tu les fais en échauffement ou tu les fais même en superset avec tes exercices classiques et ça va. C'est malin ça, je Ça trouve, va de entretenir. travailler en superset, Ouais. pas sur des antagonistes, Mm. mais sur des exercices périphériques, tu vois, de travail de qualité de pied, de mobilité, Tu fais ton développé couché. d'équilibre sur une poutre, Bah, ce genre de choses. clairement, tu fais ton développé couché, tu as 2 minutes 30 de récup. Au lieu de t'asseoir et de rien faire, bah, tu fais ta mobilité de hanche. Ça va pas du tout impacter ton développé couché, clairement pas. Et tu auras gagné du temps. Tu rentabilises quoi. Ouais, c'est smart. Et qu'est-ce que tu penses de GoWood? C'est une application qui est de plus en plus qualitative. Voilà, après pour moi ça reste pas forcément ma vision de la mobilité, mais c'est très très fort ce qu'ils ont fait. Pas grand chose à dire. C'est pas ta vision de la mobilité, c'est plus euh, peut-être une façon de faire circuler un peu la synovie, d'entretenir Ouais, un c'est petit de peu la, les choses, etc. Mais on va rien développer avec, quoi. c'est de la mobilisation aussi. Je pense que tu peux développer, et ce serait mentir que de dire l'inverse. En vrai, ils sont assez forts là-dessus. C'est de la mobilisation plus plus. C'est pas de la mobilité jusqu'au spectre de développement de la force, de fin d'amplitude et de stabilité, mais ça reste, je pense, efficace pour une grande partie des gens. Ok. Je te propose de conclure cet épisode par un petit takeaway. Si ceux qui nous ont écoutés peuvent emporter 2-3 key points à implémenter demain dans leur quotidien et qui pourraient changer leur vie, leur pratique sportive, leur santé, leur bien-être, tu leur conseillerais quoi? Qu'est-ce que je leur conseillerais? Ça va paraître contre-intuitif, mais, parce qu'on n'a pas spécialement parlé, mais c'est d'aimer son travail déjà, premièrement. Ça va grandement vous aider dans votre santé mentale. Si vous n'aimez pas votre taf, il y a un problème. Et du coup, tout le reste qui va en découler va être problématique, selon moi. Et du coup, il va y avoir un mal-être général, etc. Donc, aimez votre taf. Si ce n'est pas le cas, changez de travail. On est dans un pays où on peut faire plein de jobs différents malgré qu'il y ait pas mal de restrictions aussi. On peut faire quand même pas mal de trucs. Donc, il faut en profiter. Ensuite, si je devais revenir plus sur le côté physiologie, santé, etc., faites du renforcement musculaire. C'est vraiment super important. C'est un truc qu'on oublie trop aujourd'hui. Courir, c'est génial. Nager, c'est génial. Faire du vélo, c'est génial. Maintenant, développer un peu vos capacités de force, ça reste quand même important pour voilà, résister à la vie, même résister à vos activités physiques, comme le vélo, comme la course à pied, comme le trail, la natation, peu importe, ça demande quand même des niveaux de force élevés qui vont vous aider à mieux récupérer, du coup à mieux performer, etc. etc. Et tu m'as dit 3 trucs? Ouais. Troisième, marcher. Hein. Ah, Marcher. yes. Marcher régulièrement, je pourrais même dire que c'est un traitement à part entière de beaucoup de choses. Marcher dehors, marchez pas sur un tapis de marche, là, faire vos steps devant un ordinateur, ça n'a aucun sens. Marchez dehors, 10 000 pas, pas 10 000 pas, on s'en fout, mais marchez et prenez l'air. Ce sera pas mal. Parfait, ça me va très très bien. Et c'est vrai que la marche, c'est un super pouvoir, tellement sous-coté. Et tu dis, ça peut régler plein de trucs sur le plan physique, physiologique, mais même mental, tu vois. Ah bah, Et de je trouve fou. que ça a un impact tellement 360. Et c'est vrai, je trouve ça chouette de partager ça parce que c'est tellement simple que c'est pas Instagrammable. Et donc, on n'en parle jamais. On le met pas en avant parce que c'est pas glamour, c'est pas sexy. Et pour autant, c'est peut-être la première chose à mettre dans la pyramide. Donc, On est fait pour marcher. Hein. on a fait L'être pour humain marcher. est fait pour marcher, faut utiliser ses pieds. Et moi, je peux vous le dire, Et porter des trucs. clairement, les jours où je marche pas, je sens il y a un manque, tu vois, en fin de journée. Je me sens, on m'a enfermé, quoi. Tu sais, ouais, je suis pareil que toi. Et puis tu sais, tu dis, on est fait pour marcher. En fait, je pense que
Donc on a dit, on entend souvent dire qu'on est né pour courir. Et c'est vrai qu'il y a très longtemps, on chassait à l'épuisement, etc. Mais on oublie aussi la deuxième partie de l'histoire qui était qu'après avoir tué un animal, il fallait encore le porter et le ramener jusqu'au camp. Donc on est fait pour marcher, pour courir, mais aussi pour porter des objets lourds. Clairement. Et c'est pareil au camp, etc. Quand on devait construire des maisons, ce qui nous différencie des autres animaux, c'est aussi notre capacité de préhension et de porter des choses avec nos mains. Et donc ça rejoint au final deux de tes conseils qui est marcher et faites du renforcement musculaire, ce qui Et- correspond aux capacités de base de l'être humain, quoi. Clairement, et pour changer de taf, voilà, si vous n'êtes pas heureux, vous pouvez devenir un australopithèque et chasser le bison. Non, mais en vrai de vrai, bien sûr, faut utiliser son corps pour ce pourquoi il est fait et développer des qualités annexes à côté, comme toutes les différentes disciplines sportives dont on a parlé, qui sont quand même ultra spécifiques et qui sont pas forcément bénéfiques en soi, si c'est poussé à l'extrême. Hein. Faut pas se mentir, le sport performance, c'est pas forcément le sport santé, mais la base, ça reste de bouger naturellement, porter, marcher, tirer, aller dehors, bref, faites des trucs avec votre corps, quoi. Cool. Ouais, merci Thomas, je me suis régalé, je me suis Merci vraiment à bien toi. amusé, c'était chouette. À bientôt. Bah, à bientôt, j'espère que l'épisode vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner hein, au podcast de David, c'est quand même très important, ça soutient énormément, il a oublié de le dire. Merci, ciao ciao.